Il a passé toute sa vie à se battre pour la famille qui l'avait accueilli. Puis, dans son dernier souffle, il a découvert la vérité. Tout ce qu'il avait accompli lui avait été volé. Même ses 7 ailes légendaires, un pouvoir jamais vu auparavant, furent utilisées contre lui. Lorsqu'on lui donne une seconde chance, il abandonne la famille qu'il a trahie et disparaît avant que l'histoire ne se répète. Cette fois, il ne se bat pas pour la loyauté. Il revient pour reprendre tout ce qui a été volé. Par une sombre nuit d'hiver, le duc d'Helmheim se tenait au milieu d'un champ de bataille, entouré de ses camarades et ennemis morts. Son fils blessé, Ash, s'est approché de lui et lui a demandé pourquoi il était là. Il lui avait confié le commandement de l'expédition d'Orient. Il a répondu qu'il était là pour l'abattre. Dès le début, il avait eu l'intention d'utiliser son équipe comme appât et de les laisser ensuite mourir. Il a tout compris correctement. Droite, le duc a déclaré que c'était la seule utilité des sans-ailes. N'avait-il pas raison? Ash d'Helmheim, fils du duc d'Helmheim. C'était la plus grande maison guerrière du continent, offrant ses épées comme protectrice de la famille royale. Le chef de la maison, Roderick d'Helmheim, était le seul dans ce pays à posséder 7 ailes. Sur un coup de tête, alors qu'Ash mourait dans une tempête de neige alors qu'il était bébé, il l'a sauvé. C'est pourquoi il a fait tout ce qu'il pouvait pour le récompenser. Mais il se trouve qu'il n'avait pas d'aile pour prouver sa valeur à son père, et tout le monde se moquait de lui. La crête de l'aile. Plus il y a d'ailes, plus une personne cache de pouvoir magique. En tant que fils unique du duc qui ne savait pas utiliser la magie, ses frères le traitaient d'aile. Et pourtant, il continuait simplement à manier son épée avec un dévouement inébranlable, croyant qu'un jour sa persévérance serait récompensée. Et donc cette nuit-là, son père le récompensa intégralement. Son équipe fut attirée dans une embuscade. Il a dit à son père qu'il le suivait et qu'il lui faisait confiance. Et c'est sa réponse? Le duc sourit et dit « Il n'est qu'un outil. À quoi s'attendait-il? Si son rôle est joué, il est temps pour lui de disparaître. » Ash était furieux. Il le frappa avec son épée et réalisa qu'il était idiot de le croire. Il a frappé, mais n'a réussi qu'à lui blesser légèrement le cou, puis ses frères lui ont jeté des chaînes et lui ont coupé les bras et les jambes pour qu'il ne puisse plus bouger. L'un d'eux a demandé d'un ton moqueur « Est-ce qu'il n'a toujours rien compris ?» En fin de compte, il restera sans elle, comme il l'était pendant tout ce temps. Rampé par terre, tel était son destin. MC a demandé furieusement à son père s'il allait quand même le jeter comme ça, alors pourquoi l'a-t-il récupéré? Roderick s'accroupit à côté de lui et lui dit de ne pas se flatter. Il n'avait pas besoin de lui dès le début, puis il releva la tête par les cheveux et ajouta qu'il n'avait besoin que du pouvoir des 7 ailes qui résidaient dans ce corps. Ash ne comprenait pas de quoi il parlait. Après tout, il était sans ailes depuis sa naissance. Roderick lui lança un regard dédaigneux et dit que sa mère lui était vraiment utile car elle lui avait donné naissance à un tel morveux. Après cela, il est parti. MC lui tendit la main et lui demanda avec enthousiasme d'attendre. De quoi parlait-il au juste? Qu'il lui dise tout. À ce moment-là, ses frères lui transpercèrent le corps avec des épées et s'en allèrent. Au bout d'un moment, il a eu froid et a commencé à perdre lentement connaissance. Il pensa, est-ce vraiment là qu'il va mourir? Si tout se termine ainsi, pourquoi a-t-il vécu tout ce temps? Il vit la neige tourbillonner dans le ciel. Tout autour était blanc et la chaleur émanait de quelque part à proximité. Au début, il pensait que c'était l'au-delà, mais il s'est vite rendu compte que c'était la réalité. Mais où est-il maintenant? Il essaya de bouger ses bras et ses jambes et pensa, ce petit corps est-il le sien? C'est comme celui d'un bébé. Et puis, il a réalisé qu'il était un bébé. Il tourna son regard vers la femme qui le serrait dans ses bras. Elle était déjà décédée, et apparemment récemment. Et puis, il entendit de loin la voix du chevalier disant « Continuez la recherche. Ils doivent retrouver cette femme à tout prix. Dans un tel blizzard, elle n'aurait pas pu aller bien loin. Pour le bien du duc Roderick, ils doivent rendre le bébé qu'elle a pris. » Il fut surpris et se demanda « Que vient-il de se passer? Ont-ils dit quelque chose à propos du duc Roderick? Veut-il emmener l'enfant? Alors, il le recherche. Il a entendu dire qu'il avait également été récupéré lors d'une nuit de neige similaire. Est-il possible qu'il soit revenu dans le passé? Mais c'est tellement absurde. Il entendit le bruit des sabots. Ils étaient déjà proches et il décida d'y réfléchir plus tard. S'il restait ici, il tomberait définitivement entre les mains du duc. Il sortit de l'étreinte de sa mère décédée, rampa dans la direction opposée à l'escouade de chevaliers, décidant de s'éloigner d'ici autant que possible. Ses petits bras entraînaient à peine le reste de son corps avec eux, ce qui les faisait brûler. Il lui était très difficile de respirer. Tout son corps et ses membres brûlaient. Sa vie entière n'a été qu'une exploration continue, mais cette fois, il survivrait définitivement. Il se souvint de son père et jura de se venger de lui. Le temps a passé. Le matin est venu, mais il n'avait plus la force de ramper et il s'est endormi depuis longtemps. Une petite fille s'approcha de lui et appela son père, le viscomte Aifrid. Il a ramassé le bébé, se demandant d'où il venait, puis a remarqué une traînée dans la neige qui s'étendait jusqu'au sommet de la montagne, et il a été étonné que le bébé ait parcouru une telle distance tout seul. Il regarda le garçon sous le choc et se demanda qui était cet enfant. Lorsque MC s'est réveillé, il a entendu des bruits de voix et un enfant devant lui. Au début, il crut que c'était un ange qui venait vers lui, mais l'enfant le frappa simplement au visage et il ouvrit immédiatement les yeux pour voir un groupe d'enfants penchés sur lui. Kudo a dit à sa sœur aînée, Marfa, que le bébé venait de se réveiller
et elle leur a demandé de ne pas se moquer de lui. Sinon, son joli nez tomberait. Ses enfants agités ont commencé à le tirer dans toutes les directions, et Marfa l'a à peine éloigné d'eux. Et MC a été choqué par tout cela. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait ici. Alors, il a décidé de s'enfuir. Il sauta des bras de Martha, rampa de toutes ses forces jusqu'à la sortie, et toute la foule d'enfants courut après lui. Il était paniqué, alors il a accéléré et a accidentellement fait quelque chose qui l'a fait voler et percer le toit du domaine. Il ne comprenait pas du tout ce qui se passait. D'une manière ou d'une autre, il a volé si haut. Il réalisa rapidement qu'il s'agissait d'un pouvoir magique, mais il ne pouvait pas le contrôler, et c'est pourquoi il tomba. Alors qu'il pensait déjà qu'il allait s'écraser, le vicomte le prit dans ses bras et lui dit « Réfléchis, cette fois, un enfant est tombé du ciel. Il est vraiment étrange. » En le regardant, MC fut très surpris, car cet homme est le frère aîné du duc Roderick. Il s'avère qu'il s'est retrouvé dans une autre maison de la famille Elheim. Eyfriedef Elheim est l'actuel chef de la Vicomte House, une branche d'Elheim. Il était autrefois connu comme l'une des deux ailes debout, à côté de son frère Roderick. Il est l'homme chargé de la protection de la famille royale. Mais le vicomte Eyfried qu'il connaissait était censé mourir dans cette guerre civile, après quoi sa maison tomba. Maintenant, il est absolument sûr d'être revenu dans le passé. Mais pensez qu'en essayant de s'échapper de la maison du duc, il s'est retrouvé dans la maison de son frère aîné. Pendant qu'il réfléchissait à tout cela, le vicomte le porta à sa femme. Elle le prit dans ses bras et lui demanda « Cet enfant a-t-il volé parce que son pouvoir magique est devenu incontrôlable ?» Son mari lui a répondu « Il semble que oui. » Il savait qu'il était un bébé inhabituel. La femme a regardé MC avec un sourire et l'a embrassé, lui demandant s'il avait peur, mais maintenant tout va bien. Il était surpris, car il n'avait pas connu la tendresse d'une mère depuis son enfance. En les regardant tous les deux, le vicomte sourit, puis tendit la main au garçon et dit « Cet enfant cache en lui un énorme pouvoir. Sa marque en est la preuve. » Il souleva ses vêtements, puis il vit son dos dans le miroir. Il y avait jusqu'à 7 ailes dessus. Maintenant, il comprenait ce que son père voulait dire lorsqu'il disait qu'il n'avait besoin que du pouvoir des 7 ailes qui résidaient dans son corps. Il ne l'a ramassé que pour lui voler ses 7 ailes. C'est pourquoi il est devenu sans ailes. Après s'être lui-même arraché les ailes, comment ose-t-il dire toutes ces choses ignobles? La femme a regardé son mari et lui a demandé ce qu'ils allaient faire de cet enfant. MC est devenu nerveux. Son sort était en train de se décider à l'heure actuelle. Il ne peut pas laisser son pouvoir tomber entre les mains d'Elmine. Il a besoin de ce pouvoir pour se venger. Et puis le vicomte a déclaré qu'il l'accepterait comme fils adoptif, ce qui a été très surpris par MC. Il lui caressa la tête et dit que cet enfant était encore un poussin qui n'était pas encore capable de voler tout seul. Jusqu'à ce qu'il décide de voler de son plein gré, il assumera la responsabilité de s'occuper de lui. Soudain, il y a eu un crash. Les portes se sont ouvertes et les filles se sont effondrées sur le sol et leur père a demandé si elles écoutaient aux portes. Ils lui répondirent, embarrassés, qu'ils s'inquiétaient simplement pour l'enfant. Après quoi, Kudo est allé voir sa mère et lui a demandé quel était le nom de ce garçon. Elle réfléchit quelques secondes, puis le souleva et lui dit « Il s'appelle Aster, c'est le nom d'une nouvelle star née dans leur maison. » 10 ans plus tard, le jour des débuts arriva. Le vicomte Eyfried, son fils et sa fille sont arrivés sur le lieu du festival. Eyfried descendit le premier de la voiture, suivi de MC. Il tendit galamment la main à sa sœur, Elphine, et elle descendit de la voiture en le remerciant. Après avoir ajusté ses cheveux, elle suivit son père avec son frère. Le festival de danse de l'épée est un événement annuel organisé par une certaine maison ducale sous le patronage d'Elmheim. C'est un rassemblement social pour les familles des nobles militaires. Bien que ces événements soient destinés à renforcer les liens entre les nobles, pendant le festival, chaque maison présente des aspirants épéistes pour montrer leur talent. Ils traversent la foule, tout le monde murmure à propos du vicomte et de son fils adoptif d'origine inconnue et comment il traîne ainsi le nom d'Elmheim dans la boue. Ce qui les intéressait le plus, c'était Aster. Alphon entendit parfaitement leurs murmures et dit avec colère à son frère de les ignorer. S'il faisait preuve de faiblesse, il le piétinait dans la terre. Il remarqua à quel point elle serrait le poing et les nerfs, et son père dit « C'est l'état actuel de la maison du vicomte. » Il voulait lui montrer ça. Est-il déçu? MC lui répondit avec un sourire narquois que ce n'était pas vrai du tout. Ce genre de froideur était exactement ce qu'il aimait. Eyford rit, satisfait de sa réponse, et il pensa que dans sa vie passée, c'était une honte pour la maison Elmheim qu'il avait fait ici les pires débuts sociaux possibles. Donc, cet endroit est plein de souvenirs amers pour lui. Mais maintenant que ses 7 ailes sont avec lui, tout va changer. Il remarqua que ses frères et sœurs le regardaient avec mécontentement depuis l'une des fenêtres du domaine. Cela lui a donné la détermination de faire les débuts les plus spectaculaires dans la haute société. Le premier combat commença bientôt. À une époque où les chevaliers dirigeaient le monde, ils étaient censés posséder à la fois force et grâce. La force était démontrée par l'escrime et la grâce dans leur gloire. Le symbole qui incarnait les deux était le signe suprême, l'écusson de l'aile. Le combat était terminé, et Alphen a déclaré qu'il était toujours aussi impressionnant. Pas étonnant que Furen et Flair n'aient pas voulu venir. L'expression d'Aster s'assombrit, rappelant sa défaite humiliante dans cette arène même. Et sa sœur, remarquant cela, l'appela et lui demanda s'il était nerveux. Après tout, c'était son premier festival de danse du sabre.
Il lui dit avec un sourire qu'il n'était pas particulièrement nerveux et ajouta silencieusement que cela le rendait plutôt nostalgique. Elle le regarda perplexe, essayant de comprendre à quoi il pensait, et leur père lui dit qu'il devait se rendre à la réunion et qu'il laisserait Alphonse sous sa garde. Elle était indignée. Elle avait 1 an de plus qu'Aster, et il dit en souriant que c'était parce qu'elle était un peu distraite. Son père lui tapota l'épaule et lui dit qu'il y avait beaucoup d'enfants de son âge ici. Il devrait profiter de cette opportunité pour élargir son cercle de connaissances, ajouta-t-il dans un murmure. Soyez prudent. Personne ne peut connaître ces 7 ailes. Après cela, il est parti. Alphen gonfla ses joues en signe d'offense, et MC pensa, plus facile à dire qu'à faire. Immédiatement après son départ, il sentit de nombreux regards sur lui et se gratta l'arrière de la tête avec confusion. Il était difficile de communiquer dans un climat de peur si ouvertement hostile. Il a aperçu une connaissance. Il s'est immédiatement dirigé vers lui, et sa sœur lui a demandé où il allait, ce à quoi il a répondu qu'il avait besoin de se faire des amis. Ses frères étaient assis sur le canapé, entourés de leurs chiens. Il s'est approché de Dulès et lui a demandé avec un sourire narquois « Qui diable est-il » Il le salua avec confiance et se présenta en disant qu'il s'appelait Aster Erf Elmheim. C'est son jeune cousin. Il l'a vu et a décidé de lui dire bonjour. Son frère rit et dit à Dal qu'il s'agit de l'enfant adopté, celui qui a été recueilli par la famille du vicomte. Dal sourit et dit « Maintenant, il comprend pourquoi il a le culot d'utiliser le F dans son nom. Dal et Gurion, tous deux héritiers légitimes de la maison Elmheim et ceux qui l'ont tué dans sa vie passée. Pensez-y, il avait autrefois une peur mortelle d'eux, mais maintenant, il réalise que ce sont des enfants qui jouent à être des adultes. » Alphen le sortit de ses pensées. Elle lui saisit la main et lui proposa de repartir. Il avait déjà dit bonjour. Dallas l'a appelée et lui a demandé « Est-elle également venue ? Allait-elle vraiment se cacher dans le dos de son père aujourd'hui ? Pourquoi ne vient-elle pas les divertir ? C'est l'ordre de la maison principale. » Elle se tourna vers lui et lui dit fermement qu'il n'y avait pas de relation maître-serviteur entre les branches principales et secondaires. Elle entraîna Aster avec elle et il lui demanda d'attendre, car il n'avait pas encore fini, mais elle serra si fort ses poignets qu'il décida de ne plus s'en soucier. Mais Dallis a fini aussi. Il demanda moqueusement et bruyamment à ses amis. Savait-il que leur père ne pouvait même pas protéger le roi bien qu'il soit chevalier ? Il a dû laisser son propre frère lui couper la main pour en assumer la responsabilité. Il était juste content que le sang d'un perdant ne coule pas dans ses veines. Alphon ne pouvait plus supporter ça. Elle lâcha son frère et s'approcha de Dallis. Lui ordonnant furieusement de revenir sur ses paroles, elle ne permit pas que son père soit insulté. Au lieu de répondre, il lui a craché du vin au visage et a dit « Son père doit être tellement déçu qu'il n'a que des filles inutiles qui ne peuvent même pas hériter du titre. Ce n'est pas une salle de danse pour elle. La prochaine fois, laissez-la porter des chiffons pour qu'elle n'ait pas à craindre de se mouiller. » Elle a baissé la tête et a pleuré. Et MC a pensé qu'il était inquiet avant de venir ici, craignant que revoir leur visage ne le mette complètement en colère. Mais il était heureux qu'ils soient toujours les mêmes déchets. Il a arraché une bouteille des mains d'un garçon, a doucement touché l'épaule de sa sœur, lui demandant de s'éloigner, puis a jeté la bouteille sur Deleuze. Et lorsqu'il l'attrapa adroitement, il balança immédiatement son épée, le coupant en deux. Le vin s'est immédiatement répandu sur la tête de Deleuze. Il essuya la lame, goûta une goutte, et demanda d'un ton moqueur « Est-ce juste du jus de raisin ? Parfait pour un aristocrate aussi gâté. Droite ?» Il y a 3 ans, Aster s'est entraîné avec son père à utiliser le pouvoir des 7 ailes. Il ne pouvait pas contenir la magie, et elle se répandit en un puissant courant. Ifreid lui a dit de se retenir. Allait-il vraiment tuer ses sœurs ? Son éclat de magie fit perdre connaissance à coups d'eau. Sa sœur aînée la tenait dans ses bras, la suppliant en larmes de se réveiller, tandis que les autres filles regardaient avec peur depuis le banc de touche. Ifreid se demanda si c'était les 7 ailes qui pensaient qu'elle cachait un pouvoir aussi dangereux. Lui et son fils pourraient-ils vraiment être capables de le contrôler ? À ce moment-là, un subordonné de l'un des seigneurs fit irruption dans la salle de réunion, s'exclamant avec enthousiasme. Quelque chose de grave s'était produit. Il se demanda ce qui était si important pour qu'il fasse irruption dans la réunion, et la réponse fut que les branches principales et collatérales de la famille Elheim, les fils des 2 familles, s'affrontaient en duel. Roderick et Hayfried fronçaient les sourcils et s'y rendirent immédiatement. La fille de Hayfried a couru vers lui et a commencé à tout lui raconter. Et l'homme regarda la reine et avec un sourire narquois, dit aux autres de regarder. Il s'agit d'une querelle entre frères de la noble famille Elheim. On ne voit pas quelque chose comme ça tous les jours. Tout le monde s'est rassemblé pour le regarder, et il a dit que, selon le résultat, ce festival de danse de l'épée promet d'être chaud. Pendant ce temps, Dal montrait à tout le monde son blason sur sa main, et traitait Aster d'idiot pour s'en être pris à eux, membres de la famille du duc. Après tout, ce n'est qu'un bâtard né dans le désert. Il ne comprend vraiment pas la différence entre leurs forces. Tout le monde admirait son blason. Il a apprécié l'attention, et a dit à Aster de montrer également son crête d'aile. Ou a-t-il honte de le montrer en public après l'avoir vu ? MC a dit qu'il avait raison. Quel spectacle honteux de se vanter d'un modèle comme si c'était quelque chose dont on pouvait être fier. Il ne ferait jamais ça. Dulus frémit de colère, et Aster dit que s'il perdait, il s'excuserait auprès de sa sœur, et Dulus accepta. Mais s'il gagnait, alors il serait son chien. Il le poursuivrait jusqu'à la mort pour le reste de ses jours.
Après ces mots, il se précipita à l'attaque. MC bloqua son coup, mais le recul le repoussa et sa main trembla. Dul sourit et dit que c'était le pouvoir de ceux qui ont des ailes, puis il recommença à frapper. Alphine était profondément inquiète pour son frère, et l'homme a dit « La maîtrise de l'épée du jeune Dulès est encore rudimentaire, mais peu importe à quel point il est maladroit, son pouvoir magique compense. C'est l'avantage de ceux avec l'écusson d'aile. Si la magie d'une aile est comme la lueur d'une bougie, alors le pouvoir magique caché dans 4 ailes est véritablement la lumière d'une explosion entière. » Dal se jeta sur Astor et lui demanda où était passée toute sa passion. Ne voulait-il pas qu'il s'excuse, ou était-ce juste pour parler? Il se jeta sur lui en lui disant de montrer ce qu'il pouvait faire, et l'un des seigneurs dit que l'issue de ce combat était jouée d'avance. Dal a balancé son épée, mais MC a bloqué son coup, ce qui l'a très surpris, et a dit qu'il parlait trop. Il l'a jeté, et s'est préparé à un autre coup. Il passa ses 10 années dans la maison du vicomte, apprenant à contrôler la magie, n'attendant que l'occasion de se venger d'eux tous. Il a porté un coup puissant, que Dallas a à peine retenu. Il est tombé à genoux, et son frère a été choqué que cet enfant adopté l'ait obligé à faire cela. Astor appuya plus fort sur ses épées. Il sourit nerveusement, n'y croyant pas. Il est le propriétaire de l'écusson à 4 ailes. MC le regarda de haut en bas sous son assaut. Les épées de Dallas craquèrent, demandèrent les gens surpris. Est-ce qu'il va vraiment gagner comme ça? Dallas a été complètement supprimé. En pensant qu'il restait encore quelqu'un comme lui à Helmheim, Aster a involontairement libéré sa magie, ce qui a immédiatement inquiété son père, et il a continué à faire pression sur Dallas. Il se souvint de la façon dont il s'était coupé le bras avec ce sourire méchant sur le visage. La magie éclata encore plus intensément avec la rage, et Dallas, paniqué, lui demanda d'arrêter. Alphon a crié fort à son frère, lui disant de ne pas faire cela, ce qui lui a permis de retrouver son calme, et un éclair lumineux a éclaté. Les lames brisées s'envolèrent, et l'homme regarda pensivement le vainqueur de ce duel. Une flaque d'eau s'est formée sous Dolis, et MC a dit, la prochaine fois, pour éviter la crainte de se mouiller, de le laisser venir enveloppé dans de vieux chiffons. Alphen poussa un soupir de soulagement, et Aster la regarda, elle et son père, avec un sourire, pensant qu'il n'était plus le frêne sans elle. Cette prise de conscience à elle seule dissipa les nuages dans son esprit. Assez pour aujourd'hui. Soudain, il ressentit une pression terrifiante, et elle émanait du duc Roderick, visiblement insatisfait de l'issue du duel. Il se tourna immédiatement vers lui, et vit avec quel sérieux il le regardait. La rencontre avec son ancien père le mettait mal à l'aise. Toutes les personnes présentes se mirent à chuchoter. Personne ne pouvait croire que le plus jeune enfant de la famille vicomte avait réellement écrasé l'héritier de la maison principale, mais maintenant, tout était encore pire. Après que sa fierté ait été ainsi piétinée, il ne restait pas silencieux. Le 8e chef de la maison principale d'Helmheim descendit dans l'arène. Son fils sourit aussitôt, pensant que son papa bien-aimé était venu à son aide. L'ombre du duc couvrait Aster de la tête aux pieds, et il le mesurait d'un regard, mais il restait toujours confiant. Dulus courut aussitôt vers son père et pointa du doigt Aster en disant « C'est lui, cet idiot qui s'est opposé à la branche principale. Bien qu'il ne soit qu'un enfant adopté, laissez-le utiliser son pouvoir pour l'écraser. » Roderick lui lança un regard mécontent, puis lui transperça la paume avec une épée, ce à quoi il ne s'attendait clairement pas de la part de son père. Il a crié fort de douleur. Gurion fut horrifié par cette vue, et Roderick demanda « Comment ose-t-il sourire narquois ?» Il a foulé aux pieds le nom de leur famille. Quelqu'un qui ne peut même pas se défendre n'a pas le droit de tenir une épée. Réalisant ce qu'il était sur le point de faire, Highfried lui dit d'arrêter, mais il n'écouta pas et leva son épée sur son fils. Mais rien ne s'est passé. MC se tenait entre eux et l'épée du duc reposait sur son épaule. Il a demandé avec mécontentement dans la voix ce qu'il faisait, ce à quoi il a répondu que son cousin ne s'était pas encore excusé auprès de sa sœur. Alors peut-il reporter la punition à plus tard? Roderick a déclaré avoir entendu dire que Highfried l'avait accueilli comme orphelin. Est-ce que cela faisait de lui un véritable Helmheim? Il lui dit qu'il était le fils d'un vicomte et lui suggéra de mettre de côté les liens du sang. Qu'en est-il de la fierté chevaleresque et du fardeau de l'héritage? Son père le lui avait bien appris. Roderick jeta un coup d'œil à son frère puis dit qu'en tant que membre de la famille du vicomte, il avait inutilement blessé la branche principale. L'épée du roi, le summum des 12 000 chevaliers sous leur bannière, cette fierté. Ce n'était plus seulement une querelle enfantine. Il devrait comprendre que son père avait payé de sa main sa déloyauté. Highfried a dégainé son épée au cas où, et son frère a tenu la lame près du cou de son fils et lui a demandé comment il payerait. Malgré sa menace, Astor ne se laisse pas décourager et déclare qu'il ne s'agit pas d'une querelle fraternelle, mais d'un duel formel. Il répondit aux insultes contre la famille vicomte avec son épée. Il a lui-même déclaré que quiconque ne peut pas se défendre n'a pas le droit de tenir une épée. Il ne lui fera donc pas un seul doigt. L'homme a sifflé et le comte Maze a demandé avec un sourire « Il a 10 ans et il se comporte comme ça? Il doit plaisanter. » Roderick l'examina, rangea son épée et dit qu'il avait tout compris, puis le laissa se lever. MC l'a fait immédiatement, nous soupçonnons méchamment. Immédiatement après, le duc le frappa, l'envoyant voler contre le mur à grande vitesse, provoquant un grand fracas. Alphonse se couvrit la bouche de peur et se mit à pleurer. Et Highfried était tout simplement furieux. Il a immédiatement attaqué son frère, l'a frappé, qu'il a bloqué,
puis accourut vers son fils, lui demandant avec inquiétude s'il allait bien. Sa lame s'est cassée, mais lui-même a continué à rester dans sa position, malgré les blessures qu'il a reçues. Roderick jeta un coup d'œil au garçon et partit avec son fils. Ce n'est qu'à ce moment-là, Caster s'autorisa à se détendre. Il a failli tomber, mais son père l'a rattrapé, et il a dit en souriant qu'il l'avait protégé. Aifred a admis qu'il était magnifique. Pendant ce temps, Roderick montait au 2e étage, et l'homme disait que c'était enfantin. Mais laisser parler le garçon reviendrait à ruiner la réputation de la branche principale. Eh bien, n'était-ce pas un bon compromis? Il a tenu tête au duc et a survécu. C'est une étoile montante. C'est le meilleur début pour ce type. Le seigneur ajouta qu'il était terrifié. Il pensait que Roderick allait le couper en deux sur le champ. Roderick a déclaré sévèrement qu'une ère de bouleversement viendrait. Une tempête suffisamment forte pour diviser le monde en 2 ou 3. Un nouveau jour s'est levé. MC pratiquait l'escrime avec un chevalier de sa maison, et les autres le regardaient avec étonnement. Il a fait tomber l'épée des mains de son adversaire, le faisant tomber. Après cela, il regarda Astor avec un sourire et dit que c'était impressionnant, puis se leva, et ses camarades commencèrent à discuter de ce combat. Il a des compétences assez sérieuses. C'est effrayant de penser qu'il n'a que 10 ans. De retour du festival de danse de l'épée, il s'entraîne avec encore plus de zèle. Cela a dû l'inspirer beaucoup, et il a écrasé le 3e fils du duc. Ils ont dû endurer pendant longtemps les insultes de la famille principale. C'est donc une excellente nouvelle. Après les avoir écoutés, MC se précipita à nouveau dans la bataille et pensa qu'au festival de danse de l'épée, il avait pleinement démontré sa puissance et sa présence. Cela devrait faire taire ceux qui qualifiaient la famille des vicomtes de tâches sur Helmheim, mais son objectif principal reste la famille principale. Il était trop gourmand et voulait voir jusqu'où iraient ses compétences. Il voulait se tester encore plus à l'époque, mais dans son état actuel, il ne peut pas vaincre Roderick. En fin de compte, l'écusson n'est qu'un indicateur du rang du mana caché. Même le mana inné est un trésor inutile si vous ne pouvez pas le contrôler. Et pourtant, il ne peut toujours pas extraire le pouvoir des 7 ailes. Si seulement il pouvait expérimenter la puissance des 7 ailes à sa guise sans craindre de devenir fou. Il a de nouveau remporté le duel et a fait signe pour la nuit suivante d'entrer dans l'arène. Sa sœur s'est approchée de lui et lui a demandé « Est-ce qu'il montre à nouveau ses compétences ?» Comme d'habitude, il ne connaît aucune limite. D'ailleurs, leur père l'appelle. Il a décidé d'aller le voir immédiatement et a remarqué qu'Alphin était habillé différemment aujourd'hui et a dit « Cette tenue est rare. N'a-t-elle pas dit qu'elle ne voulait pas porter ça parce que ça avait l'air inesthétique ?» Elle lui a dit que l'équilibre est important dans tout. En le regardant, elle réalisa qu'elle aussi ne pouvait pas rester la même. Elle pointa son épée sur lui et dit avec un sourire narquois « Alors quand il reviendra, il lui tiendra compagnie pendant un moment. » Il a ri et lui a demandé d'y aller doucement avec lui, après quoi, elle s'est rendue au bureau de son père. Lorsqu'il entra, Hayfried lui dit de s'asseoir. Apparemment, une conversation sérieuse se préparait. Cela faisait 10 ans qu'il ne l'avait pas accepté dans leur famille. Pour être honnête, il avait pensé attendre de grandir un peu plus, mais il a décidé de ne pas le faire. Il a placé une bague avec un rubis brillant sur la table et a dit « C'est la preuve du statut du prochain chef de la maison. Il souhaite qu'il hérite du titre de chef de leur maison. » Comme il le sait, leur famille se trouve dans une situation délicate. Il s'agit cependant toujours d'une branche secondaire portant le nom d'Helmheim. En tant que seigneur gouvernant un territoire, il a beaucoup à protéger. Ils ne peuvent pas laisser le siège aérien vide pour toujours. Aster fronça les sourcils et demanda « Ses sœurs étaient-elles d'accord avec cela ?» Il lui répondit que ses sœurs reviendraient de l'académie de nuit dans 3 jours. Il avait alors l'intention de parler officiellement à tout le monde. Il parlait de ses sœurs aînées, Marfa et Kudo. Il a souri et a dit que si tel était le cas, aucun d'eux n'en serait content. Kudo en particulier serait certainement furieux. Elle le détestait simplement parce qu'il était né homme, et il se trouvait qu'il avait 7 ailes. Il ne peut pas accepter cette bague. Il ne peut même pas contrôler son propre mana. C'est un imbécile inexpérimenté qui a failli tuer sa propre sœur, il n'a donc pas la loyauté nécessaire pour les convaincre. Son père n'était pas contrarié. Au contraire, il sourit et dit « Il a longtemps douté qu'il soit vraiment un enfant. Il avait prévu de lui offrir cette bague en récompense du festival de danse de l'épée, mais il semble que quelque chose lui plaira davantage. » Il posa la boîte sur la table, et lorsqu'il vit son contenu, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. À l'intérieur de la boîte se trouvait l'épée démoniaque Graham. Elle peut contrôler la puissance des 7 ailes, et c'est pourquoi on l'appelle l'épée dévorante magique. Après cela, ils se rendirent dans la forêt près du domaine, et MC lui demanda s'il voulait juste lui montrer l'épée. La salle de formation ne serait-elle pas plus adaptée? Il a répondu que c'était juste une précaution, car cela brise souvent la maison en morceaux. Il s'agit de l'épée démoniaque Graham, une lame célèbre qui n'est héritée de génération en génération que par le fils aîné de la maison Helmheim. Il ordonna qu'on le lui rapporte du dépôt de la maison principale. Il retira le tissu de la lame et vit que l'épée était cassée. Son père a dit que, comme il le voit, cette épée n'a pas de lame. Cependant, si vous y versez du pouvoir magique, une lame apparaît. Il le lui a démontré. C'est une épée de possibilités, qui gagne en complétude grâce au pouvoir magique du propriétaire. Il a ajouté plus de magie. La lame s'enflamma vivement et un flux d'énergie se précipita, détruisant tout sur son passage. Et il a dit « Cependant, avec un faible pouvoir magique, il y a un danger que l'épée absorbe tout le mana. » De plus, cette arme a une histoire compliquée.
Il tendit l'épée à son fils et lui demanda s'il voulait l'essayer. Il l'a pris de manière décisive, a essayé d'y verser son pouvoir magique, et la magie a immédiatement éclaté dans toutes les directions. Il n'avait aucun contrôle là-dessus. Le pouvoir magique affluait dans l'épée elle-même et produisait le résultat correspondant. Un faisceau de lumière brillant jaillit dans le ciel, visible pendant seulement une seconde. Le chevalier qui l'a vu a demandé sous le choc quelle était cette lumière. Une comète est tombée ou quoi? Son ami lui a dit de ne pas dire de bêtises. Quelque chose s'est simplement envolé dans le ciel. Pendant qu'ils se disputaient, Alphonse soupira profondément, et il n'était pas nécessaire de deviner. Elle savait avec certitude que c'était l'œuvre de son frère. Aster, quant à lui, rit nerveusement et dit que cette épée était tout simplement monstrueuse, et son père leva les yeux vers le ciel et remarqua que ce qui était vraiment monstrueux était sa puissance. Le porteur de l'écusson à 7 ailes n'était jamais né une seule fois dans toute l'histoire des générations Helheim. S'il maîtrisait ce pouvoir, il deviendrait éventuellement un épéiste bien supérieur à ceux à 6 ailes comme lui ou Roderick. MC a juré de surpasser le duc, et son père l'a prévenu qu'un pouvoir excessif déclencherait inévitablement des conflits. Si l'on apprenait qu'il avait 7 ailes, tout le monde serait désespérément jaloux de lui. Certains voudraient l'exploiter, d'autres tenteraient de l'éliminer comme un obstacle. Par conséquent, pour éviter de regretter sa propre impuissance le moment venu, laissez-le devenir fort. Il devait le faire tant qu'il le pouvait encore. Il tendit la main pour l'aider à se relever, et Aster pensa qu'il avait raison. Il ne traînerait plus une existence misérable comme dans sa vie passée. Il a remercié son père pour ses instructions. Il maîtriserait certainement les 7 ailes et cette épée. 3 jours se sont écoulés, et Marfa et Kudo sont finalement revenus. Kudo s'est immédiatement mis au garde à vous, saluant leurs parents. Elle réfléchit à quelque chose pendant une seconde, puis tendit les bras à ses douces sœurs et leur dit de serrer dans leurs bras leur bien-aimé Kudo en l'honneur des retrouvailles. Mais elles choisirent Marfa à la place. Kudo se tourna vers eux sous le choc. Il s'avère qu'il ne voulait pas la serrer dans ses bras, car elle leur aurait immédiatement ébouriffé les cheveux. Elle ne voulait pas l'admettre et a dit que cela n'était pas arrivé. Elle, qui maîtrisait parfaitement la chevalerie, n'aurait rien fait d'aussi indigne. Elle vit qu'Alphen se tenait toujours à l'écart et se précipita immédiatement pour la serrer dans ses bras en lui demandant « C'était une bonne fille, n'est-ce pas ?» Elle la serra si fort dans ses bras et elle commença à se libérer. Et Marthe a demandé « Où est Aster ?» Ses parents lui en ont parlé, mais le visage de Kudo a immédiatement changé d'expression. MC s'entraînait avec sa nouvelle épée à ce moment-là, mais rien ne fonctionnait, peu importe ses efforts. Même s'il peut créer une épée pour obtenir un pouvoir magique, il ne peut que le contenir. Il regarda la pierre que son père avait récemment cassée et se demanda ce qu'il devait faire pour lui ressembler. Sa sœur s'approcha de lui et remarqua qu'il se vantait encore de sa force. Il a été surpris qu'elle soit déjà revenue et elle a dit qu'il n'était même pas venu saluer sa sœur aînée. N'est-ce pas trop froid de sa part? Ou peut-être que, comme il est spécial, il ne lui vienne même pas à la vue? Elle avait entendu parler du festival de danse de l'épée. Même à l'Académie du soir, tout le monde en parlait. Leur père doit être très fier de lui. Aster a déclaré qu'elle était également devenue célèbre. Il apprit qu'elle avait déjà participé à de nombreuses missions et qu'elle avait réussi à se distinguer alors qu'elle n'était qu'une stagiaire. Elle est devenue le seul chevalier à recevoir la médaille de chevalier honoraire cette année. Elle lui a dit que si elle n'avait pas pu faire au moins cela, elle n'aurait pas pu devenir le successeur de son père. Elle a également appris qu'il avait renoncé à parler de legacy. Était-il si déterminé à prendre soin d'elle, réalisant qu'il lui avait dit tout ce que MC pensait? Pourquoi créer tant de problèmes? Il a répondu à sa sœur qu'il n'avait pas une telle intention. Il pensait simplement qu'il n'était pas encore qualifié pour cela. Kudos soupira lourdement, puis se dirigea vers l'arbre et sortit une épée en disant « Son père et son frère sont si méchants et ils connaissent parfaitement son rêve. » Il est devenu nerveux, puis elle a balancé l'épée sur le tronc d'arbre, l'a coupée et l'a lancée sur son frère. Heureusement, il a réussi à s'écarter à temps. « Atterrissage » s'exclama-t-il avec indignation. « Que fait-elle » Elle lui a dit de venir ici. Elle le vérifiera pour la première fois depuis longtemps. Ensuite, elle le frappera pour de vrai. Il lui a demandé avec enthousiasme d'attendre car cette épée n'était pas encore terminée. Et elle lui a demandé s'il pouvait trouver la même excuse devant l'ennemi sur le champ de bataille. Il sourit nerveusement. Elle n'était pas son ennemi et elle a pris position en disant que la mentalité d'un chevalier est d'être toujours sur le champ de bataille. S'il se retient trop, elle pourrait même l'écraser. Après cela, elle sursauta et il pensa qu'elle devait plaisanter. Alors qu'il parvient à peine à contrôler son pouvoir magique, elle décide de l'attaquer, mais il doit le faire. S'il ne donne pas tout, elle le tuera définitivement. Il a mis sa magie dans l'épée. Elle se jeta sur lui avec un sourire aux lèvres, et leurs épées se croisèrent. Chaque coup tonnait dans la forêt, et elle disait que son escrime était plus raffinée que jamais. Dire qu'il est capable de suivre ses capacités, même après avoir perfectionné ses compétences à l'Académie des Chevaliers. Cependant, il n'a qu'une pitoyable excuse pour une épée. Son contrôle sur la magie fait totalement défaut. Elle le frappa d'un coup, l'envoyant voler, mais il réussit à retomber sur ses pieds, et s'exclama en réponse qu'elle était toujours aussi impitoyable. Elle était comme ça depuis l'enfance. Était-ce parce qu'il était le seul homme de la maison du vicomte à avoir le droit d'héritage, ou parce qu'il était spécial et possédait un emblème d'aile qui surpassait tous les autres membres de la famille? Elle était comme une tempête vivante, le défiant en duel à la moindre provocation et qualifiant le monde d'injuste.
Bref, elle était son ennemi naturel. Il fut distrait par ses pensées, et sa sœur se jeta immédiatement sur lui et lui dit, comme elle le pensait, qu'il n'était pas apte à être le prochain chef de cette maison. Marfa, quant à elle, regardait leur combat depuis la fenêtre et demandait à son père s'il avait vraiment été sage de les laisser tranquilles. À ce rythme, cette querelle pourrait faire des victimes. Il a répondu qu'ils étaient de bons adversaires à leur manière. Il pourrait être un peu imprudent, mais on n'en arriverait pas là. Elle l'espérait, puis demanda pourquoi il les avait rappelés de l'académie. Il ne s'agissait pas seulement de discuter de la succession, n'est-ce pas? Il le confirma et lui montra une lettre de la maison principale d'Helmheim. Il semblait que l'aîné qui dirigeait la base principale voulait voir le visage de son petit-fils. Marfa remarqua avec inquiétude qu'il s'agissait certainement d'une tournure grave des événements, et il était d'accord avec elle. Dans le pire des cas, il pourrait perdre Aster. À ce moment-là, il a paré l'attaque de sa sœur et lui a dit de ne pas dire de bêtises. Il avait déjà refusé de discuter de la succession. Elle avait entendu ça aussi, s'exclama-t-elle en réponse. Leur père déclara que son refus en soi était inacceptable pour lui, puis il frappa à nouveau. MC sentit un poids, comme s'il combattait un troll brandissant un marteau géant. Il a dévié l'épée sur le côté, faisant voler sa sœur vers l'avant. Il voulait lui demander d'arrêter, mais elle l'interrompit et lui demanda avec un sourire. Il a juste essayé de s'échapper, n'est-ce pas? Après cela, elle a porté un autre coup puissant. Des étincelles brillantes volèrent dans toutes les directions et Aster fut projeté en arrière et heurta un tronc d'arbre. Après cela, dit-elle, un guerrier de 3e ordre ne peut manier qu'une épée, et un guerrier de 2e ordre utilise la magie. En maîtrisant à la fois l'épée et la magie, on peut devenir de 1er ordre. Elle est déçue par lui. La différence entre les crêtes des ailes signifie la différence dans la quantité de mana qu'une personne peut contrôler. On dit que la différence entre une seule aile est d'environ 3 fois plus grande en termes de force. En d'autres termes, en termes de pouvoir magique et d'endurance, elle avec 5 ailes devrait être 2 niveaux plus faible que lui, et pourtant il a évité un choc direct des forces et s'est échappé vers son coup d'épée préféré. Se méfie-t-il vraiment à ce point de sa propre force, ou a-t-il peut-être peur de retomber dans la folie comme il y a 3 ans? MC fut même surpris, il n'y a jamais pensé. Avait-il inconsciemment limité sa propre force? Peut-être que la raison pour laquelle cette lame semblait instable était parce qu'il essayait de supprimer sa magie de force. Kudo enveloppa à nouveau l'épée d'Aura et dit qu'elle avait tout ce qu'elle pouvait désirer. S'il était assez arrogant au point de le laisser pourrir sans même se rendre compte de la chance qu'il avait, alors laissez-le tout lui donner. Elle se jeta de nouveau sur lui, et cette fois Aster décida de ne pas se retenir, et para son coup de toutes ses forces, ce qui l'a surpris. Il sourit et la remercia d'avoir ouvert les yeux, puis se jeta sur elle sans même se matérialiser. Cela l'a troublée. Au début, elle pensait qu'il n'avait plus de mana, mais elle s'est vite rendue compte que ce n'était pas le cas. La magie, invisible et inépuisable, cachée dans les 7 selles, s'était rassemblée au bout de son épée. MC savait qu'il ne pouvait pas le maîtriser pour le moment, mais il avait besoin de le faire juste un instant. Oublier le maintien de sa forme et concentrer toute sa magie au moment de l'impact. Il a porté un coup puissant. Sa sœur a réussi à le parer, et elle s'est exclamée avec un sourire narquois, donc au moins il avait pensé à quelque chose, même s'il était un imbécile. Il lui dit qu'il n'avait pas l'intention de gâcher cette seconde vie qu'il avait réussi à conquérir, ni ce pouvoir, ni cette épée, et encore moins sa famille. Parce que c'était quelque chose qu'il n'avait pas pu réaliser auparavant, peu importe à quel point il essayait, Kudo fut surpris, confus par les mots sur sa seconde vie, puis il se précipita dans l'attaque. Une seconde avant qu'il n'ait frappé, il a soudainement disparu quelque part, la faisant sombrer dans la confusion, puis il est apparu à côté d'elle et lui a dit « Plus de cadeaux ». Immédiatement après, il frappa, et après cela, Kudo ne se souvenait plus de rien. Elle s'est réveillée dans sa chambre et Marfa l'a remarqué. Elle s'est finalement réveillée, mais elle n'était pas pressée. Kudo a immédiatement sauté du lit et a demandé avec enthousiasme ce qui s'était passé avec le duel. Que s'est-il passé avec son combat contre Aster? Elle lui a dit que c'était lui-même qui l'avait amené ici. Il a dit qu'elle s'était endormie en plein milieu du duel. Peut-être que la fatigue du voyage l'a touchée. C'est du moins ce qu'il a dit. Kudo fronça les sourcils et dit que ce n'était définitivement pas possible, puis il s'en souvint. Au dernier moment, elle était sûre qu'Aster l'avait coupé. Mais en fait, il avait dû dissiper la lame de mana une fraction de seconde avant l'impact. Ce qu'elle ressentait n'était qu'une trace résiduelle de mana traversant son corps. Aster ne tuerait jamais sa propre sœur, mais à ce moment-là, elle croyait vraiment qu'il la tuerait. Même s'il est beaucoup plus petit qu'elle, c'est vraiment un méchant petit frère. Cette pensée la fit sourire, attrapa son épée et demanda à sa sœur où était Aster. Elle n'accepterait jamais cette issue du duel. Cette fois, elle allait tout donner dès le début. Marfa a dit qu'il n'était plus là. Il avait reçu une convocation de la maison principale. Il était parti récemment avec son père. Elle n'était pas au courant. Kudo était, pour le moins, choqué par cette nouvelle. Pendant ce temps, MC et son père étaient déjà à mi-chemin de la maison principale. Hyfred l'a prévenu. Les personnes qu'il rencontrait étaient les anciens qui soutenaient la vérité sur la maison Helmheim. Ils étaient les anciens chefs des maisons principales et des succursales, ainsi que des personnalités influentes dans toute la maison. Bien qu'ils aient pris leur retraite, ils exerçaient toujours un pouvoir énorme. C'est pourquoi on les appelait les dirigeants silencieux. Ces anciens ne lui avaient pas manifesté le moindre intérêt depuis le jour où il l'avait adopté. Alors pourquoi l'avait-il convoqué maintenant?
Astor a supposé que c'était à cause de ce qui s'était passé lors du festival de danse de l'épée. Il avait entendu dire que les aînés accordaient plus d'importance au prestige de la famille qu'à l'or ou même à leur propre vie. Ceux qui ternissaient ce prestige étaient jetés dans une cage pour être donnés en pâture aux bêtes. Son père lui demanda où il avait entendu de telles histoires, et il répondit évasivement qu'il les avait simplement entendues quelque part. Mais il était déjà prêt à être puni, ou du moins à l'exil. Son père lui a demandé s'il était sûr que tout allait bien. Après tout, il était parti sans même dire au revoir. Il sourit et lui dit que tout allait bien. De toute façon, il avait prévu de partir dès l'arrivée des sœurs. De plus, Kudo était probablement content de ne pas se mettre sous ses pieds. Elle pourrait se détendre. Grâce à elle, il avait enfin commencé à maîtriser la nouvelle épée. Il avait l'impression qu'il pouvait exploiter plus que jamais le pouvoir de la famille ailée. Donc quoi qu'il lui arrive ensuite, il ne devrait même pas essayer de l'aider. Il était prêt à survivre seul. Son père voulait dire quelque chose, et soudain, la voix de Kudo se fit entendre à l'extérieur de la voiture, s'exclamant avec indignation « Que veux-tu dire par toi-même » Il est le plus jeune de la famille, il ne devrait donc pas se comporter comme quelqu'un d'incompréhensible. Ils regardèrent tous les deux par la fenêtre et furent très surpris de voir Kudo. Elle a dû courir jusqu'au bout pour les rattraper. Elle a ouvert la portière de la voiture, est montée à l'intérieur, et a dit qu'il était si cruel envers elle. Il est parti sans lui dire un mot. Elle a tout entendu. Il a été appelé à la maison principale. Droite, même elle et Marfa n'y avaient jamais été appelées. Il a dit qu'il est sûr qu'elle comprend, mais il ne peut pas l'emmener avec eux à la maison principale. Elle s'assit à côté de son frère et lui répondit qu'elle le savait. Il les a appelés ici pour s'occuper de tout pendant son absence. Droite, elle le comprend parfaitement. Mais cet appel signifie qu'il se trouve dans une situation qui requiert une extrême prudence. Même Martha a dit qu'il ne reviendrait peut-être plus. Pour la calmer, il lui dit en souriant qu'elle exagérait. Il y allait juste pour parler et réfléchir, mais la question était de savoir s'il serait capable de revenir après cela. Elle lui a sérieusement dit de l'écouter attentivement. Elle ne peut pas le supporter. C'est son jeune frère. Il a 7 ailes. Il est toujours traité spécialement. Il est plus fort qu'elle, même si elle est sa sœur aînée, et il se comporte comme un adulte. Bien qu'il soit le plus jeune, elle ne supporte pas tout cela. Mais il fait toujours partie de sa précieuse famille. Peu importe sa force et sa maturité, il reste son jeune frère. Alors laissez-le définitivement revenir pour qu'il puisse à nouveau se battre. Elle ne le laissera pas s'en tirer avec une telle victoire. Après cela, elle a sauté de la voiture et MC s'est occupé d'elle en lui demandant pourquoi elle avait fait tout ce chemin. Highfried sourit et dit qu'elle était une bonne adversaire, et son fils remercia mentalement sa sœur. Il reviendra certainement. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison principale, ils furent immédiatement accueillis par des gardes, et leur chef leur dit que le grand ancien les attendait déjà à l'intérieur. Ifrey a refusé l'escorte, car il connaissait lui-même le chemin, mais le garde l'a refusé. Il reçut strictement l'ordre de les escorter tous les deux personnellement à l'intérieur. L'atmosphère était tendue. Comme le pensait Aster, il ne l'avait pas appelé pour garder leur petit-fils, mais cela lui rappelait quand même des souvenirs. Il n'était pas rentré chez lui depuis longtemps. Pendant qu'il marchait, son père a dit qu'il est sûr de déjà comprendre cela, mais aujourd'hui, surtout, il ne peut pas perdre son sang-froid, peu importe ce qu'on lui dit. Il lui a répondu que cela dépend de la façon dont il se comporte, et son père a précisé que c'est exactement pour cela qu'il dit que le problème vient d'eux. Il a commencé à lui parler des aînés, mais MC n'écoutait pas du tout. Il jeta un coup d'œil au terrain d'entraînement et aperçut Gurion, mais son frère Dolis était introuvable. Et il pensait qu'avec son bras de travail brisé, il serait difficile de reprendre le travail si tôt. Son père l'a appelé et lui a demandé s'il écoutait. Il se tourna vers lui et le confirma avec enthousiasme. Et après qu'ils eurent rendu leurs armes, un garde les conduisit à l'entrée, et Aster se calma en lui promettant le silence. Finalement, sa sœur l'a averti de revenir sain et sauf. Ils entrèrent dans la salle de réunion. L'ancien en chef remarqua qu'ils étaient enfin apparus, et que cela faisait plus de 10 ans. Son arrière-petit-fils, Highfried, s'est agenouillé pour le saluer, et MC a pensé « Alors, c'est un monstre qui se cache dans l'ombre d'Helmheim, le 6e chef de famille, Zanis Helmheim, et les autres, se trouvent probablement simplement sous l'aile de la maison. » Il y a quelques visages familiers du festival de danse de l'épée, mais Roderick est introuvable. L'aîné a compris ce qu'il pensait et a dit qu'il n'était pas là. Il était le chef des chevaliers, relevant directement de la famille royale, il n'avait donc pas le temps de se laisser distraire par de telles trivialités. Alors eux, les vieux soldats, lui rendaient service en s'occupant des tâches administratives. Aster pensait qu'il ne l'avait jamais vu dans sa vie passée, alors il s'en fichait. Mais il avait rassemblé tant de dignitaires sans la présence du chef actuel. Pour quelqu'un qui avait démissionné, il semblait toujours exercer une influence considérable. Highfried a demandé ce qu'il entendait exactement par trivialité, et son grand-père a souri. N'a-t-il pas déjà compris? Il avait entendu dire que son animal de compagnie avait fait beaucoup de bruit lors du festival de danse de l'épée. MC savait que cela allait se produire, et Highfried a répondu aux paroles de l'aîné. Quant à cette affaire, le chef actuel de Roderick aurait dû s'en occuper personnellement maintenant. D'autres s'y sont immédiatement opposés. Ce n'était rien d'autre qu'une représentation publique. Cela ne change rien au fait que le nom d'Helmheim a été terni. Accueillir un enfant d'origine inconnue comme fils adoptif était dès le départ une erreur. Ils auraient fermé les yeux s'il était resté inoffensif,
Mais il a montré les crocs à la famille principale et tout a changé. Ils n'ont d'autre choix que de l'exiler. Et bien sûr, il n'échappera pas à la punition appropriée. Aster ne supportait pas d'entendre tous ces gens attaquer son père et s'exclamait que tout cela était de sa faute. Son père n'y était pour rien. Heyfried secoua la tête, indiquant qu'il devait garder le silence, et Zenith dit qu'il semble qu'il manque toujours de discipline, puisqu'il essaye de s'immiscer dans la conversation des adultes. Sous leur bannière se trouvent 12 000 chevaliers. Ils portent le fardeau du nom d'Helmheim. Toutefois, les chevaliers ne constituent pas un monolithe. Il y en a d'innombrables autres qui regardent depuis l'ombre en attendant une chance de prendre le dessus. Bien entendu, cela s'applique également aux personnes présentes dans cette salle. Ils veulent simplement avoir l'esprit tranquille. Ils ont besoin d'une preuve qu'il ne nuira pas à leur maison. Il lui tendit l'épée et lui demanda « S'en souvient-il » Lorsqu'il n'a pas réussi à protéger son maître et à fouler aux pieds le nom d'Helmheim, ici même dans cette pièce, il a permis à Roderick de lui couper la main. Cette fois, laissez-le prouver sa loyauté en coupant la tête de ce garçon. S'il le fait, l'affaire sera close. MC avait peur, mais son père a immédiatement refusé. Il préfère se suicider plutôt que de lever l'épée contre son propre enfant. Astor le regarda sous le choc et l'aîné dit que dans ce cas, il peut mourir. Sa femme, ses filles et ce garçon, tous seront exécutés. Et à partir d'aujourd'hui, la maison vicomtale cesse d'exister. Les gardes se jetèrent sur eux de toutes parts. MC était en colère et a demandé à l'aîné de quoi il avait si peur. Un groupe d'hommes adultes se blottissaient les uns contre les autres et tremblaient d'un air pitoyable. S'ils avaient si peur d'être mordus par leur propre chien, ils pourraient alors le bannir ou le tuer à leur guise, mais ils ne pourraient pas toucher sa famille. Il a commencé à se déshabiller et a mentalement demandé pardon à son père. Il faudrait qu'il lui désobéisse. Lorsqu'il ôta sa chemise, tout le monde vit l'écusson sur son dos et fut très surpris. Personne n'avait jamais rien vu de pareil auparavant. Il a dit que s'il touchait sa famille, ces 7 ailes deviendraient les ennemis d'Helmheim. Il ferait mieux d'y réfléchir à 2 fois. Au milieu des voix surprises, l'aîné s'est approché du garçon et les nobles lui ont demandé. L'emblème ne pouvait pas être faux. Droite, après toutes ces centaines d'années, pour qu'une chose pareille apparaisse sur un corps humain, le grand ancien demanda « A-t-il seulement compris ce qu'il leur montrait maintenant ?» Aster le confirma avec un sourire confiant. Il avait entendu dire que plus il y avait d'ailes, plus les gens étaient surpris. Le comte Maze a ri et a applaudi. Et quand tout le monde l'a regardé, il s'est excusé. Zenith a dit que la crête était un organe qui produisait l'énergie magique accordée aux gens par les esprits dans les temps anciens. En transmettant ce pouvoir du parent à l'enfant, de génération en génération, les gens ont encore plus affiné son pouvoir. Et pourtant, personne n'a jamais atteint le niveau des 7 ailes, à la seule exception d'un clan spirituel, qui était l'ancêtre des crêtes elles-mêmes. MC a demandé s'il laissait entendre qu'il était membre de ce clan spirituel. Il répondit que si ces 7 ailes étaient réelles, alors c'était possible. À l'heure actuelle, le sort de toute la famille dépendait de lui, et il disait qu'il était le fils d'un vicomte. Et pour le moment, il ne se souciait pas du tout des circonstances de sa naissance. Tout ce qu'il voulait savoir pour le moment, c'était s'ils étaient prêts ou non à le considérer comme un ennemi. Même s'il était banni d'Helmheim, de nombreuses maisons nobles se battraient pour accepter le propriétaire des 7 ailes. Et pour eux, qui avaient déjà peur de la rébellion, cela représenterait une menace énorme. Il devrait être prêt à le garder près de lui, le symbole des 7 ailes, celui qui surpasse même le grand-duc Roderick. À l'évocation de son nom, ils se tendirent immédiatement et il pensa, tout comme le vieil homme l'avait dit, que même Helmheim n'était pas uni. Le fait est qu'une rébellion approche, une guerre civile massive qui engloutira le pays tout entier. Il avait déjà vu cet avenir une fois. Pour que lui et la maison du vicomte puissent survivre à ce qui s'en vient, il veut déterminer ici qui est son ami et qui est son ennemi, même si cela implique de prendre un peu de risque. Zinnis rit et demanda « Croyait-il vraiment qu'il valait autant ?» Il n'y avait aucune preuve que ces 7 ailes existaient réellement. Il l'a défié en retour. S'il ne le croyait pas, il pourrait le tuer en toute sécurité. Mais s'ils essayaient, cela signifierait une guerre entre lui et eux tous. Et il pensa, eh bien, si Helmheim devenait sérieux, tuer quelqu'un comme lui ne serait pas difficile pour eux. Alors que ferait-il? Voudrait-il mordre à l'hameçon? Le comte Maz frappa dans ses mains et se leva, disant que leur conversation tournait en rond. Et si on lui faisait un test ici? Le seigneur s'est indigné et a demandé, ne veut-il pas aussi voir le pouvoir des 7 selles? Après cela, il ne serait pas trop tard pour décider de son sort. Alors que dit l'aîné? Après tout, ils appartenaient au plus grand clan de maréchaux du monde. Il était sûr qu'il y aurait ici quelques tests appropriés. Astor le regarda avec un sourire. Il n'avait aucun doute sur le fait que cet homme était un allié. Zenith était d'accord avec lui et dit au garçon de le suivre. Après tout, c'était le devoir d'un grand-père de punir un petit-fils qui ne pouvait pas se taire. Ils entrèrent dans une autre salle où se trouvait une immense cage. Et Zenas dit qu'au-delà de cette obscurité se trouve un bunker souterrain relié aux égouts. Il servait autrefois d'abri d'évacuation en cas d'urgence, mais il y garde désormais une bête magique. L'essence du test est simple. Battez cette bête, c'est tout. Heyfried regarda son fils et le traita de garçon à problème. Et ce, après lui avoir répété tant de fois de garder secrète l'existence des 7 ailes. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas cacher éternellement quelque chose d'aussi évident. C'était une bonne opportunité.
Son père lui a demandé de rester vigilant, il a saisi la chaîne et a sauté dans les égouts. En descendant, il remarqua le regard du comte sur lui. Une fois en bas, il remarqua qu'il faisait effectivement sombre, mais pas au point qu'il ne puisse rien voir. Lorsque ses yeux se sont habitués à l'obscurité et qu'il a regardé autour de lui, il a vu quelque chose de terrible et a crié fort. Qu'est-ce que c'est? La tête de Dulès gisait sur le sol, la peur gravée à jamais sur son visage. Zénith a déclaré qu'il lui avait donné une chance de retrouver son honneur, mais il n'a fait que gémir jusqu'à la toute fin. C'était insupportable à regarder. Lui aussi ferait mieux de ne pas le décevoir. Un bruit de grincement et de craquement a été entendu à proximité. Un énorme lion dévorait les restes de Dalis et Aster dégaina son épée. La bête rugit bruyamment en le remarquant et le test commença. Pensa-t-il, donc les rumeurs selon lesquelles Helmheim gardait des bêtes magiques dans son domaine étaient vraies. Seulement cette fois, il se sentit désolé pour Dalis d'être né dans une maison pleine de monstres. Le lion se jeta sur lui et il se jeta en avant et balança plusieurs fois son épée, coupant le monstre en morceaux. Tout le monde était étonné de ses capacités, et il a dit que sa sœur était beaucoup plus effrayante. Il pensait déjà que c'était fini, mais ce n'était pas si simple. Le corps du monstre fusionna, et lui, regardant les tentacules sortir de sous la peau de la bête, pensa que cela ne pouvait pas être le cas. Ce monstre est-il mort-vivant? Réalisant cela, Ifreid est devenu très inquiet pour son fils, et s'est exclamé avec indignation « Pourquoi un tel monstre vit-il dans le sous-sol du domaine ?» Xénès caressa sa barbe avec un sourire, et dit que la chose était attirée par l'odeur de la mort. Il pensait que la bête avait décidé qu'il y avait suffisamment de charogne ici, alors elle a rampé jusqu'au sous-sol. Comme il ne mourrait pas, peu importe à quel point il le coupait et le brûlait, il ordonna sa capture, décidant qu'il serait l'adversaire idéal pour tester la force de quelqu'un. Et grâce à cela, ils n'ont plus de problème pour se débarrasser des corps. L'homme a déclaré que capturer les morts-vivants n'était pas une tâche facile, même pour un chevalier expérimenté, et pourtant, il a ordonné au garçon de le tuer. Allait-il simplement voir mourir un enfant à 7 ailes? Il lui a dit que si cela se produisait, cela voudrait dire qu'il n'était qu'un soutien. Le cimier d'une aile sans pouvoir vaut moins qu'une décoration ordinaire. L'homme s'y est opposé et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Même s'il mourait, il serait capable d'en supporter les conséquences. En fait, il pourrait même être plus à l'aise de cette façon. Il rit doucement, et le comte Maze jeta un regard inquiet au garçon, se demandant pourquoi il avait été si autoritaire. Il ne devrait pas mourir si facilement. MC, pendant ce temps, continuait à pirater le monstre, mais peu importe le nombre de coups qu'il portait, il ne ressentait aucun recul. De plus, la régénération du monstre était tout simplement phénoménale par rapport aux morts-vivants ordinaires. Mais les morts-vivants étaient déjà morts, donc pour les achever complètement, il lui faudrait soit les brûler avec la lumière du soleil, soit les purifier avec une arme sacrée. Et s'il ne peut faire ni l'un ni l'autre, alors ne vous engagez pas. C'était le protocole standard et le bon sens face aux morts-vivants. Mais, bien entendu, il n'avait aucune issue de secours. S'il n'utilisait que des méthodes superficielles et ordinaires, alors sa possession de 7 ailes n'aurait aucun sens. Il prouverait sa valeur. Il leur montrerait qu'il pouvait écraser des morts-vivants ordinaires avec la force brute. Il balança son épée, coupant les membres du monstre, et son corps fut projeté en arrière et heurta le mur avec fracas. Le bâtiment tout entier trembla, et tout le monde fut étonné par la puissance des 7 ailes, et essaya de voir ce qu'il y avait en dessous. L'avait-il vraiment vaincu? La poussière cachait tout. Zanis regarda attentivement et vit le garçon puis dit avec déception. Quel dommage. Le monstre se jeta sur Astor, l'attrapa et le jeta au sol en grognant de manière menaçante. Ifrid tomba immédiatement contre les barreaux en criant avec inquiétude le nom de son fils. Le comte l'a averti de ne rien faire si mal à propos d'essayer de le sauver, et il a demandé en réponse. Lui disait-il de rester là et de le regarder mourir? Maze sourit et lui demanda de se calmer pour le laisser le regarder de plus près. Il semblait qu'il avait encore un atout dans sa manche. MC sourit, ravi du succès de son plan. Le corps du monstre était devenu sensiblement plus mince à cause des nombreux coups. Il rassembla à nouveau sa force dans sa lame et transperça le monstre, faisant couler du sang de sa bouche, accompagné d'un rugissement sophistiqué. Il résolut de continuer ainsi jusqu'à ce qu'il meure, en lui injectant encore plus de force, et sa magie surgit, transperçant le corps du monstre. Ifrid fut surpris. Il avait vu cela avant de lui apprendre, mais c'était quelque chose de complètement différent. Un flot de magie tourbillonnait comme une tornade. Les chaînes se sont arrachées, et le plafond s'est fissuré. Les barreaux de la cage se sont cassés. Tout le monde a paniqué et a exhorté l'aîné à partir, mais Zanus s'est levé et a observé la puissance des 7 selles. Le seigneur tomba à terre effrayé et demanda « Est-ce que tout est calme? Mais que s'est-il passé exactement? Où est passée la bête magique ?» Zénas le regarda avec surprise et réalisa qu'il avait attrapé le mort-vivant implacable dans un tourbillon de pouvoir magique et l'avait réduit en poussière. C'était une démonstration de force brute, de qualité et de quantité pure, de magie primitive qui ne pouvait même pas être qualifiée de technique. Serait-ce vraiment l'œuvre des 7 ailes? Demanda Zénas. Avait-il déjà fait quelque chose comme ça auparavant? Ifreid a répondu que c'était peu probable. Je ne pouvais m'empêcher d'être étonné de voir à quel point son fils grandissait. Maillet parla. Eh bien, grand aîné, a-t-il réussi les tests? Il fit une pause et répondit qu'il doutait que quiconque ici s'y oppose. Mayaz a crié. Aster, tu as entendu ça? Il a réussi le test, alors il suggère qu'il vienne ici rapidement.
Aster a répondu que les chaînes qu'ils avaient baissées plus tôt s'étaient emmêlées dans tout ce chaos. Peut-être que quelqu'un pourrait lui lancer une corde. Quelque temps plus tard, Zenith s'est assis dans son bureau et a demandé au protagoniste s'il en était sûr. S'il manquait cette occasion, il n'en aurait pas de seconde. Aster a répondu oui. Il n'était pas intéressé à se battre pour l'héritage de la branche principale de la famille. De plus, si quelqu'un comme lui traînait dans la propriété de son cousin, il ne pourrait pas dormir paisiblement. Sa place était toujours dans la maison de ce vieil homme, demanda encore Zenas. Il appelle cela de la modestie? Il ne parvenait pas à découvrir l'ambition qui brûlait dans ses yeux. Il avait l'intention de se retourner contre leur famille tôt ou tard, n'est-ce pas? Aster se figea et le regarda d'un air interrogateur, incitant Zenas à demander. Il veut la tête de Roderick? Il ne devrait pas être si prudent. Il n'avait pas l'intention de remettre en question ses motivations pour le moment. Il a demandé à nouveau « Mais pourquoi? Les rebelles ne sont-ils pas leurs ennemis ?» Il a répondu qu'il avait déjà dit qu'il n'en était pas un. Ce Roderick était trop têtu, et si son existence avait un effet dissuasif, qu'il en soit ainsi. Mais s'il lui montre encore une fois les dents, il comprendra ce qui va se passer. Droite? Le protagoniste pensa « Quel monstre ce vieil homme est !» À ce moment-là, Highfright s'est approché de lui et lui a demandé ce qu'il lui avait dit. Aster a répondu qu'il voulait l'accepter dans la famille principale, mais il a refusé. Highfright a demandé à nouveau qu'est-ce que cela signifiait. Mais avant qu'il ait pu comprendre, Maze s'est avancé et a dit qu'il était désolé. Il serait bien mieux traité s'il était officiellement sous la tutelle de la famille principale. Aster répondit qu'il s'agissait du comte Mace, s'il se souvenait bien. Pourquoi avait-il alors proposé de l'aider? Il a répondu qu'il n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Il voulait juste se moquer du garçon impudent. Mais plus important encore, à partir d'aujourd'hui, il était véritablement devenu le maître des 7 selles, tant en parole qu'en acte. Laissez-le voir. En face de lui, il y avait beaucoup de gens qui raisonnaient, ce sont les 7 L. Il doit obtenir ce pouvoir. Non. Il devait se débarrasser de lui avant qu'il ne devienne un obstacle. Après tout, il est encore un enfant, et il existe un moyen de l'utiliser. Comme il l'a lui-même dit, la crête de l'aile, connue sous le nom de 7 L, porte en elle-même un poids énorme. Désormais, le nombre de ceux qui le prennent pour cible ne fera qu'augmenter. Aster a demandé si cela signifiait qu'il était l'un d'entre eux, le comte Mace. Il se tendit, puis dit qu'en fait, il était le directeur d'une académie de chevaliers et que trouver des jeunes hommes prometteurs faisait partie de son travail. Ce vieil homme là-bas était le même, alors il attendait avec impatience son inscription dans leur école. À plus tard. Après cette conversation, il est parti en faisant signe à Astor, et il a pensé que ce type était un personnage glissant. Il était trop tôt pour décider s'il était son ami ou non. À ce moment, Highfried s'approcha de lui posa la main sur l'épaule et lui dit qu'il devrait lui raconter en détail son triomphe. Alors devrait-il rentrer chez eux maintenant? Aster a répondu oui avec confiance. Maman s'évanouissait en voyant ses blessures. Après un certain temps, le chevalier s'agenouilla et rapporta que, commandant des chevaliers, le jeune seigneur Dals était mort lors d'un test organisé par le seigneur Zenas l'autre jour. À ce moment-là, Roderick répondit « Je vois ». Il avait entendu dire que l'enfant de Highfried avait également été convoqué par la famille principale. Comment ça s'était passé avec lui? Le chevalier se demanda s'il avait l'impression d'avoir ignoré tout ce qui concernait son fils et dit qu'il avait de bonnes nouvelles. Il répondit que tout était clair, ce qui signifiait que les 7 L s'étaient véritablement réveillés en lui. Il a demandé à nouveau « Alors il était au courant ?» À ce rythme-là, l'équilibre des pouvoirs au sein de la famille, si longtemps maintenu, pourrait s'effondrer. Il devrait agir. Roderick a dit de laisser les choses telles quelles. Elle aurait pu être ébranlée par un obstacle de cette ampleur, Eileen serait tombée depuis longtemps. En plus, rien ne pressait. Les 7 L lui appartiendraient tôt ou tard. Pour l'instant, laissez-le jouer librement. Il serait heureux de voir combien de temps l'enfant qu'il avait laissé s'échapper ce jour-là pourrait lutter. C'est l'enfant aux 7 L. 4 ans plus tard, un employé de l'université a commencé à crier « Candidat aux examens d'entrée à la Night Academy, veuillez vous présenter au bureau d'inscription. Ceux qui ont réussi les examens doivent procéder rapidement. » Certains chevaliers se sont retournés et ont demandé « Est-ce le gars des rumeurs ?» Cela ne peut pas être vrai. Il a entendu dire que c'était un gars beaucoup plus sévère. L'homme a placé des documents sur la table et a déclaré que les chevaliers d'État étaient responsables de toute blessure ou accident lors de l'examen. S'il est d'accord, qu'il signe ici. Après cela, laissez-le présenter son écusson d'aile. Ils ne peuvent laisser passer personne sans pouvoir magique. C'est impossible à falsifier. Lorsque l'homme a pris le document dans sa main, il a dit « D'accord, maintenant, son écusson d'aile est Aster Elheim. » Lorsqu'il entendit ce nom, il fut effrayé et regarda avec surprise le protagoniste, qui lui demanda s'il aurait dû présenter son écusson d'aile, mais son devoir réside dans un domaine qui n'est pas si facile à montrer. Son visage n'est-il pas suffisant pour qu'il soit accepté ici? Quelque temps plus tard, alors que les gens se rassemblaient sur la place, Aster était parmi eux et entendit soudain quelqu'un l'appeler par son nom. Le gars a dit qu'il s'adressait en fait à lui, celui qui se tenait là avec un air si important. Il n'avait jamais vu son visage auparavant et ne savait pas quel genre de noble de village il était. Mais ne pensait-il pas qu'il s'était trompé de porte? Le type s'appelait Bigger Smythe et il a dit qu'Elta, l'un des chevaliers d'élite, se rassemblait ici. C'était ici que se déroulait l'examen de sélection des candidats à la glorieuse chevalerie royale. A-t-il compris? Astor a répondu qu'il n'y avait alors aucun problème, et Bigger a commencé à lui crier d'arrêter.
Tout le monde ici avait suivi un entraînement épuisant et tortueux, et malgré cela, il revenait passer cet examen encore et encore, rêvant du chemin. Et il était venu ici en brandissant cette épée enfantine? Un messager pathétique comme lui n'avait pas sa place ici. S'il venait juste pour rester bouche bée, alors il devrait sortir d'ici tout de suite. Les gars autour se rendirent compte que Bigger avait recommencé, bisutant à nouveau les nouveaux arrivants. Et n'en a-t-il pas marre de faire ça chaque année? Mais plus important encore, le gars qui l'harcèle n'est-il pas le même Helheim dont tout le monde parle? C'est Aster, celui aux 7 ailes. À ce moment-là, Bigger était perdu dans ses pensées et surpris quand soudain un autre gars s'est approché d'eux et leur a demandé « Waouh, qui est-ce? Serait-ce vraiment son cousin, Aster ?» Aster réalisa qu'il s'agissait de Gurion et le regarda dans les yeux avec confiance. Gurion s'inclina et dit qu'il ne s'était pas vu depuis un moment, en souriant. Il avait entendu dire que personne ne savait quand ni où il était né, alors il prit la liberté de l'appeler son cousin. Aster a répondu qu'il était désolé pour Delès et Gurion a répondu non, il ne devrait pas s'inquiéter pour ça. Une créature aussi sans valeur méritait de mourir. Au contraire, il se sentait soulagé maintenant qu'il était parti. Juste parce qu'il avait 1 an de plus, il se comportait toujours comme s'il était quelque chose d'incompréhensible. Il était aussi sur son chemin. Il ne sait rien de leurs 7 selles ou quoi que ce soit, mais il ferait mieux de ne pas sous-estimer celles d'entre elles qui appartiennent à la branche principale de la famille, d'accord? Sur ce, il s'est retourné et a fini de dire que parce que maintenant, il n'y avait plus personne ici pour le protéger, les gars autour de lui discutaient. Ces deux-là étaient-ils de la famille Helheim à la fois? Cette fois, les candidats n'ont pas eu de chance. Les familles principales et secondaires se disputent toujours. Droite, ils ne veulent pas être pris entre deux feux. À ce moment-là, Bigger réalisa son erreur et son expression changea. Puis, il se tourna vers Astor et lui demanda « Attends, est-il par hasard originaire d'Helheim ?» Astor sourit et lui dit de l'appeler Astor. Après cela, il lui tendit la main. Quelque temps plus tard, sur le lieu du premier examen, les gars se sont rassemblés et on leur a dit « Messieurs, qu'il est content que vous ayez pu venir. » Tout d'abord, il souhaite exprimer sa gratitude pour votre courage et votre patriotisme. Ces chevaliers royaux diffèrent des chevaliers locaux dans la mesure où ils existent dans la nature. Ils servent le roi, le protègent et sont des épées honorables qui risquent leur vie pour le roi. Ils n'ont pas besoin d'épées émoussées et inutiles. Même s'ils considèrent l'épreuve d'aujourd'hui comme un champ de bataille, ils doivent démontrer leur vraie valeur avec toute leur force. Aster faisait partie de ces hommes et pensait que ce qu'il disait était complètement absurde. Mais il est finalement revenu ici. Le chemin pour devenir chevalier royal, alors qu'il n'avait pas d'aile, il n'était même pas autorisé à se tenir ici. Au-delà de cette ligne, se trouve un monde de puissants qu'il ne pourra jamais atteindre, et l'homme qui règne toujours à son apogée est le commandant en chef des chevaliers royaux, Roderick Helheim. Laisse-le attendre là, Roderick. Il arrivera à ce moment précis. Pour ce faire, il doit d'abord réussir l'examen de sélection. À ce moment-là, le garçon a levé la main et a crié qu'il commence immédiatement. Ce serait le premier test. Et à ce moment précis, des flèches pointues pleuvèrent sur eux, détruisant l'un des hommes qui se tenait directement derrière Astor. Il s'est retourné de peur, et l'hôte a crié que le premier examen était un test de tourelle. Que le vainqueur soit celui qui est resté debout jusqu'à la toute fin. Un instant plus tard, des flèches jaillirent de toutes les directions sur les hommes qui tentaient de s'enfuir. Ne sachant pas quoi en faire, ils avaient peur et criaient. Il y avait du sang partout, et les gars criaient de s'enfuir, car s'ils restaient là, ils seraient tout simplement tués. Ils devaient former un groupe, se couvrir mutuellement et dévier toutes les flèches. Le leader, qui observait depuis les coulisses, a répondu que, comme prévu, ceux qui avaient l'expérience des tentatives précédentes sauraient quoi faire. Mais même ainsi, le taux de survie n'était que d'environ 30%. De telles mesures superficielles atteindraient bientôt leurs limites. Ce qu'ils voulaient voir, c'était cette puissance incroyable que seul le porteur de l'écusson de l'aile pouvait atteindre. Aster est resté simplement silencieux, ne dérangeant personne. Et Bigger a commencé à crier « Pourquoi cet idiot reste-t-il là ?» Était-il figé par la peur? Aster restait là, immobile, et Gurion envisageait de mourir ainsi, transformé en hérisson. À ce moment-là, Aster dégaina son épée et, la levant bien haut, coupa les flèches qui volaient vers lui. Tous les gars ont été stupéfaits par ce qu'ils ont vu et ont réalisé qu'il avait dévié toutes les flèches d'un seul coup. Aster sourit et leur dit de le viser de toute leur force. Un instant plus tard, il continuait à lancer son sort avec une expression calme, défendant apparemment sans effort ses adversaires avec ses propres pouvoirs. Bigger se demandait quel genre de monstre il était. Pas une seule flèche ne l'atteignait. L'hôte a été surpris. Est-ce qu'il manipule le mana libéré pour créer un flux ascendant? Quel contrôle de mana incroyable! C'était comme s'il était pris dans une tempête. Un instant plus tard, un vent fort s'est levé et les gens ne savaient que faire. Ils ont demandé si c'était fini. Était-ce vraiment la fin? L'hôte a déclaré que davantage de personnes avaient survécu que prévu. Et alors? C'était une excellente endurance, messieurs. Laissez-les regarder les cadavres autour d'eux. Ceux qui étaient encore debout avaient passé les premières épreuves. Il n'y avait pas de temps pour se reposer, alors il les conduirait au prochain procès. Laissez-les le suivre. Bigger commença à conjurer la peur et marmonna, quel instructeur des enfers, après avoir enduré une pluie de flèches. Aster a demandé « Quel vieil homme? Étiez-vous déjà épuisé ?» Bigger demanda à nouveau « Pourquoi avait-il l'air si complètement imperturbable ?»
Le modérateur a remarqué qu'il ne montrait aucun signe de fatigue après avoir dépensé autant de mana. Aster possédait 7 ailes. Il verrait comment il se battrait ensuite. Un instant plus tard, Gurion suivit tout le monde, se rappelant ses paroles de tout à l'heure. Il comprit que Gurion devait l'empêcher à tout prix de devenir chevalier royal pour le bien de l'avenir d'Helheim. Le modérateur a annoncé que pour garantir l'équité lors du prochain test, tout le monde utiliserait des épées identiques. Chacun doit rendre son épée et en recevoir de nouvelles avant la séance d'entraînement. Bigger a demandé « Pourquoi est-ce nécessaire ? Quelle galère ?» Aster a demandé à nouveau « Était-ce différent avant ?» Bigger répondit que les épées qu'il portait et celles des chevaliers de rang intermédiaire étaient de toute façon presque identiques. Ce n'est qu'une supposition, mais ils étaient probablement méfiants à cause de son étrange épée. Aster regarda pensivement son épée et Gurion dit ce qu'on pouvait attendre de son cousin. Il semblait qu'il avait déjà apprivoisé un cintre. Bigger a demandé à nouveau « À qui avait-il appelé un cintre ?» Continua Gurion. S'il se souvenait bien, il était l'héritier de la maison du baron Smith. Correct ? Un noble de village de 3e ordre comme lui apprendrait une leçon douloureuse s'il flattait quelqu'un. Lorsque Gurion le dépassa, Bigger trembla, lui disant d'attendre une seconde. « Jeune maître Gurion, dit-il. D'après ce qu'il pouvait voir, il n'avait absolument rien à voir avec ce type. » Aster rit de ce qui se passait, réalisant que l'atmosphère était tendue. À ce moment-là, l'animateur a crié « Messieurs, je vais maintenant vous expliquer les règles du deuxième procès. Le deuxième défi est une bataille de siège. » Ils ont été divisés en 3 équipes et ils se battront pour le contrôle de leur camp respectif dans la forêt. Un camp est considéré comme capturé lorsque le drapeau de son équipe est hissé sur les mâts. L'équipe qui organise 2 camps ou plus au moment où la cloche du soir sonne gagne. Toute action rendant les drapeaux inutilisables, comme les endommager ou les confisquer, est interdite. Mais il n'y a pas d'autres restrictions. Ils devraient considérer la permission qui leur est donnée de pirater et de tuer leurs ennemis. Il annonce maintenant les équipes avec lesquelles ils participeront au défi. Les yeux échangèrent des regards, et un instant plus tard, ils furent répartis dans différentes équipes. Astor a déclaré que l'alarme de la maison s'est déclenchée et que c'est le signe que le défi a commencé. Chaque camp a 3 flancs. Pour gagner, ils doivent capturer au moins 2 camps, dont le leur. Bigger a demandé « Mais cela ne signifie-t-il pas qu'une seule des 3 équipes pourra avancer ? C'est comme ça que ça marche. » Droite, Astor a répondu « C'est exact. » Est-ce que quelque chose le dérange ? Les gars ordinaires raisonnaient. Cela signifie qu'ils devront combattre Helheim. Droite, et c'est en quelque sorte plutôt étrange. Astor, lorsqu'il entendit ce discours, regarda autour de lui d'un air interrogateur, et Bigger demanda « N'ont-ils pas compris ?» Ils étaient tout simplement terrifiés par l'éventuelle vengeance d'Helheim. Quand il a commencé à crier à ce sujet, Astor était abasourdi, et Bigger a dit que l'ennemi était le jeune maître, le chef de la famille Helheim. Et même si c'était un test, imaginez ce que ce serait de lever une épée contre lui. Il ne pourrait probablement plus jamais se qualifier fièrement de chevalier. Dans le pire des cas, tous les domestiques pourraient être tués, et c'était tout à fait possible. Et personne ne voulait se qualifier d'ennemi face à cette famille. A demandé Aster, puis ils ont refusé le test. Bigger a répondu que la prochaine fois serait mieux que de gâcher le reste de leur vie ici même. Ils ne comprendraient probablement pas ça. Il faisait référence à leurs sentiments, les faibles. Aster a répondu « Je pense juste qu'il a été isolé lors d'un combat en équipe, mais cela a du sens. » Il l'avait déjà oublié, mais pour les chevaliers, Helheim n'est que cela, une famille de tyrans auxquels on ne peut résister. Et Gurion, symbole de ce règne de terreur, se souvint des paroles de Bigger et comprit que, de l'extérieur, lui aussi n'était finalement que l'un d'entre eux. Et pourtant, c'était en quelque sorte trop calme. Personne n'avait encore rejoint le combat? Était-il simplement prudent? Ou y avait-il autre chose qui se passait? À ce moment-là, un jeune homme est venu à sa rencontre et lui a demandé qui aurait pensé qu'il viendrait ici seul. Il supposait que cela signifiait que tout se passait exactement comme il l'avait prédit jusqu'à ce moment-là. Aster, confus quant à savoir de qui il parlait, demanda pourquoi il avait retiré le drapeau de son propre camp. L'homme a dit que juste à temps, il avait aussi du temps libre. Lorsqu'il lança le tissu en l'air, il annonça qu'il serait son adversaire. Aster était abasourdi, ne comprenant pas ce que tout cela signifiait. Gurion a décidé de lui montrer, cousin, comment les vrais membres de la famille Helheim se battaient. À ce moment-là, il marchait simplement au loin avec ses subordonnés. La deuxième étape de l'examen de sélection des chevaliers royaux est une bataille de siège. 20 participants sont répartis en 3 équipes, et l'équipe qui capture 2 territoires ou plus à la fin de l'examen gagne. En d'autres termes, décharger le drapeau de votre équipe sur la base ennemie est une condition absolue pour réussir l'examen. C'est pourquoi il voulait demander, n'était-il pas dans l'équipe jaune? Alors pourquoi a-t-il levé le drapeau rouge? Le gars a répondu que tout le monde avait simplement formé une alliance. Helheim et lui, le fils aîné de la famille Nolan, reconnu comme le fondateur de l'art de cour, ont une certaine influence. Christopher Nolan, son écusson est composé de 5 ailes. Lors du premier examen, il s'est retrouvé dans l'ombre des 7 ailes et ne s'est pas vraiment démarqué. Cependant, seules 2 personnes ont réussi ce test de la tour, sans même une seule contusion. Ces deux-là étaient Aster, le propriétaire de cette aile, et Nolan. Ce sont des diamants brillants et non taillés parmi les chevaliers. C'est dommage qu'ils ne puissent pas passer tous les deux. À ce moment-là, leur bataille a commencé. Et Aster a demandé « Parle-t-il vraiment de l'Alliance? Est-ce qu'il comprend au moins que même si c'est le cas, une seule équipe peut gagner ?»
Nolan a répondu, c'est pourquoi il a décidé de laisser la famille principale gagner. À ce stade, son partenaire et Helheim étaient probablement déjà en route vers sa base. Les choses allaient mal puisque Bigger et les autres étaient en danger. Aster a demandé, il sait ce qui arrive à ceux qui s'opposent à Helheim. Droite? Gourion l'a-t-il menacé de quelque chose de similaire, répondit Nolan, sachant qu'il serait écrasé. Personne ne gênerait délibérément la voiture. La noblesse chevaleresque est bâtie sur une hiérarchie stricte. C'est simplement le comportement naturel attendu d'un aristocrate. Avec ces mots, il frappa Aster avec son épée, faisant s'effondrer la sienne en morceaux. Aster réalisa que quelque chose n'allait pas avec l'épée. Si l'examinateur lui avait glissé une pièce défectueuse, Nolan a déclaré qu'il pouvait être assuré que ce serait un duel équitable. Il n'avait jamais aimé la famille Helheim, surtout les parvenus comme lui. À ce moment-là, il frappa l'épée d'Astor, qui s'effondra en morceaux. Quand Astor s'est rendu compte qu'il se retrouvait sans arme, il a poignardé Nolan avec la lame restante et a commencé à courir. Nolan a crié « Quoi ?» Il s'enfuit. Astor a crié qu'il s'occuperait de lui plus tard, mais d'abord, il avait trouvé quelqu'un avec qui il devait régler ses comptes. Nolan a demandé s'il lui avait vraiment fait peur à ce point. Il était une véritable honte pour tous les chevaliers. À ce moment-là, il a regardé le fragment d'épée qui brillait sur le sol, l'a ramassé et a demandé « De quel genre d'épée s'agit-il » Même pour une contrefaçon bon marché, la qualité est tout simplement nulle. De toute évidence, c'est l'œuvre d'Helheim. Droite? Quelle déception. Quand Astor a couru vers la base, il a demandé à Bigger s'il allait bien. À ce moment-là, Gourion annonça qu'il était arrivé plus tôt que prévu, cousin. À en juger par son apparence, Nolan ne pouvait même pas le retenir, n'est-ce pas? Il était assis sur la forteresse et se moquait de lui, disant que lui seul suffirait. Il le disait avec une telle assurance qu'il commençait même à l'espérer. Comment ça se passe dans sa région? Ils viennent de capturer la 3e base. À ce stade, on pourrait dire qu'ils ont établi un contrôle total. Aster l'a appelé par son nom et lui a demandé ce qu'il avait fait à ses coéquipiers. Gurion le regarda en silence et, fronçant les sourcils, lui demanda « De quoi parle-t-il » À ce moment-là, Bigger s'est approché de lui par derrière et a pointé son épée dans son dos en lui demandant, sans vouloir l'offenser. D'accord? Il avait dit dès le début qu'il n'allait pas jouer le jeu d'un idiot qui défiait Helheim. Ils n'essayèrent même pas de résister comme l'avait dit Gourion. Et même pour les singes du village, ils étaient assez intelligents pour déterminer de quel côté Helheim devait se ranger. Aster a demandé « Pense-t-il vraiment qu'il peut le vaincre simplement en le submergeant de chiffres ?» Gurion a ri et a dit non. Il a tort, cousin. Il a déjà gagné. Les conditions de victoire dans cette bataille de siège sont de détenir 2 territoires ou plus à la fin de l'examen. Même s'il s'est précipité désespérément pour armer ses drapeaux dans chaque base, il n'a tout simplement pas les gens pour les défendre. Il leur suffit d'attendre qu'ils se déplacent vers une autre base, puis de lever à nouveau le drapeau rouge. Tant qu'ils détiennent 2 bases ou plus à la fin, ils gagneront. Astor a répondu qu'il s'assurerait qu'ils ne puissent même pas faire cela en massacrant chacun d'entre eux. À ce moment-là, il s'est mis en colère et tous les gars autour ont eu peur. Gurion a dit qu'il bluffait et a souri, disant que cette épée était devenue inutile. Droite? C'est elle ou pas? Sans armes, il était pratiquement sans elle, ou voulait-il essayer de les combattre avec tout le monde ici? Aster espérait que c'était un problème. Il a été impressionné, Gourion. À ce moment-là, il a brisé l'épée de Bigger qui se tenait derrière lui et a déclaré qu'il y avait mieux réfléchi que prévu. Gurion pensa qu'il avait gagné et sourit quand soudain Aster jeta l'épée détruite et regarda dans les yeux de Gurion. Il a dit qu'il était bon et qu'il était très impressionné. Gurian y avait réfléchi encore mieux que prévu. Mais à ce moment-là, il s'est brusquement déplacé de sa place à une autre et a commencé à combattre tous les gars autour. Il a saisi une de leurs épées et a continué le combat, faisant perdre connaissance les uns après les autres. Gurian a demandé « Que se passe-t-il » Un instant plus tard, Aster pointa son épée sur lui et dit que, comme il le pensait, se présenter devant lui était une grave erreur. Il s'était trop exposé et perdrait tout simplement contre lui. Gurion cria que c'était une malédiction, qu'il n'était qu'un monstre. Et à ce moment-là, Aster, utilisant ses pouvoirs, apparut derrière Gurion. Il a crié qu'il était impossible qu'il puisse voler aussi facilement. Et Aster a dit qu'il dégainait son épée trop lentement. Un instant plus tard, son épée fut brisée en 2, et Aster se souvint du jour de son premier vol. Comme il était à l'origine sans ailes, il ressentait vraiment ce sentiment de toute puissance lorsqu'il manipulait le mana. Avoir des ailes, c'est bien, Gourion, mais laisse-le regarder ce mur qui était autrefois si haut. Gourion eut peur et le supplia d'arrêter d'une voix tremblante, mais Aster dit que maintenant cela semblait si bas. Il sourit, et un instant plus tard, une puissante explosion se produisit dans la forteresse. Lorsque la poussière s'est un peu dissipée, Bigger a dit « Eh bien, quel style de combat il a? Que s'est-il passé et qu'est-il arrivé à ces gars-là » Il a crié sur le côté, et Bigger a été stupéfait de voir Aster traîner le corps de Gurion derrière lui, regardant devant lui avec confiance. Gurion était couvert de coupures, de contusions et de vêtements déchirés. Après quoi, Aster l'a projeté tête première contre le sol. Gurion essaya de dire quelque chose, mais il réussit seulement à dire qu'ils étaient idiots. Pourquoi restait-il là à regarder? Il devait le tuer rapidement, leur ordonna Helheim. Lorsque Gourion a crié cela, les garçons se sont exclamés que c'était une malédiction. Bigger se précipita vers son épée, et Astor demanda s'ils avaient vraiment peur de la vengeance d'Helheim. S'exclama plus grand, bien sûr qu'ils le sont.
Sa famille n'est qu'une maison noble de 3e classe qui pourrait être emportée par n'importe quel vent. Si Helheim le voulait, il serait écrasé comme des fourmis. Pour que des faibles comme eux survivent dans ce monde, aussi pathétique que cela puisse paraître, ils n'avaient d'autre choix que de se comporter avec soumission afin de ne pas irriter la croûte supérieure. Pour quelqu'un comme lui qui avait tout, leur combat devait être incompréhensible. Astor le regarda silencieusement puis sourit. Bigger a demandé pourquoi il riait. Il a répondu que sa sœur lui avait dit une fois quelque chose de similaire. Il ne pouvait pas comprendre les sentiments de ceux qui n'avaient rien, et il avait ses propres arguments contre cela. Mais le fait était qu'il était désormais doté de pouvoir, et c'est pourquoi il y avait des choses que lui seul pouvait faire. Il pointa son épée sur la gorge de Gourion, qui grognait de peur, et Aster cria que son ennemi était Helheim. S'il ne pouvait rien y faire, alors il changerait tout. Cet Helheim despotique, arrogant et actuel, il le détruirait. Lorsqu'il cria ainsi, tous les serviteurs se regardèrent sous le choc et s'exclamèrent de peur. « Quoi » demanda Gourion d'une voix tremblante. Que disait-il? Bigger a également demandé. A-t-il seulement compris ce qu'il disait? Astra a répondu oui, c'est une déclaration de guerre. Peu importe à quel point ils chérissent l'Helheim actuel, à la fin de cette dévotion, seule la trahison et une fin misérable les attendent. S'ils ne le veulent pas, ils doivent se battre. Les 7 ailes qu'il porte sur son dos lui ont sûrement été données dans ce but précis. Alors laissez-les choisir quel Helheim ils suivront, lui ou Gurion. Les garçons étaient abasourdis par ce qu'ils entendaient et ne savaient pas quoi dire lorsque Gurion s'est soudainement exclamé « Ne les trompez pas, cela ne peut tout simplement pas être autorisé ». Il avait mémorisé tous leurs visages et leurs noms, et s'ils essayaient de le trahir, il savait parfaitement ce qui leur arriverait. Bigger baissa les yeux et, terrifié, se mit à pleurer en criant que c'était une malédiction. Il jeta son épée de côté et courut vers Astor en lui demandant s'il avait vraiment l'intention de le renverser pour eux. S'il leur donnait de l'espoir, rien ne changerait en fin de compte. Ils le détesteraient. A-t-il entendu? Astor a répondu avec confiance qu'il avait promis de le faire, et Bigger a arrêté de pleurer et a saisi le drapeau bleu et a commencé à crier « Le fils aîné de la famille Smythe, Bigger Smythe, il est du côté d'Aster Helheim ». Les hommes autour n'en croyaient pas leurs yeux. Il a vraiment dit cela, mais cela signifiait que le plan de Gourion avait échoué. Et Gourion, se mettant en colère, dit qu'il n'était qu'un rustre de la campagne et qu'il était également sous le joug de la mort. Bigger a commencé à crier après les autres hommes. Pourquoi? Est-ce qu'ils se contentent tous de regarder? C'était maintenant leur chance de montrer aux joueurs d'Helheim de quoi ils étaient capables. Il proposa de tout miser sur 7 ailes. Les hommes commencèrent à échanger des regards et Astor réalisa -1. Au moins maintenant, il n'aurait pas à planter des drapeaux tout seul, mais ce n'était toujours pas suffisant. Il avait besoin de plus d'alliés s'il voulait renverser Helheim. Gurion était assis là, dans un état épouvantable. Et à ce moment-là, un subordonné a couru vers lui et a commencé à lui demander « Est-ce qu'il va bien ?» Il a crié à cette poubelle sans valeur de le laisser tranquille. En colère, Castor envisage de renverser Helheim. S'il le laissait faire ce qu'il voulait, il ne pourrait pas regarder la famille principale dans les yeux parce qu'il n'était pas comme son frère. Il ne pouvait pas laisser ça s'arrêter là. À ce moment-là, Nolan s'est approché d'eux et leur a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas, Helheim ?» Pour quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, il avait l'air plutôt pathétique. Gurion fut ravi quand il le vit et commença à crier. Qu'avait-il fait pendant tout ce temps? S'occuper de lui était son travail. Il sourit et réalisa que c'était parfait, car il était toujours à ses côtés. Son blason n'était peut-être pas comparable aux 7 ailes, mais lorsqu'il s'agissait de jouer à l'épée, il était définitivement plus fort que tout le monde. Gurion a commencé à crier pour le mettre en lambeaux, et à ce moment-là, Nolan lui a lancé un drapeau rouge et lui a dit qu'il était venu le reprendre. Comme il le pensait, ses méthodes allaient à l'encontre de son code d'honneur. En d'autres termes, il rompait leur alliance. Gurion commença à crier de colère. Quoi? L'un des gars a dit « Il se moque de moi? Même la famille de Nolan les trahit ?» Un autre gars a dit qu'il ne savait même plus de quel côté se trouver. Nolan a dit qu'il semblait qu'ils étaient de retour à la case départ. Aster ne pensait pas avoir réussi ce test sans se venger de lui. L'a-t-il fait? Aster s'est retourné et n'a pas répondu. Ce qui a amené Nolan à dire que c'était la fière maîtrise de l'épée de sa famille par rapport à sa famille d'elle. À ce moment, il brandit son épée et proposa qu'il découvre enfin qui était le plus fort. Lorsqu'il s'est jeté sur Astor, il a dit non. Il faudra attendre pour cela. Il a immédiatement ignoré l'attaque et Nolan a réalisé que ce type était complètement différent, pas comme avant. Astor a brisé son épée en petits morceaux et Nolan a demandé « Est-ce qu'il oublie quelque chose ?» Une seule équipe peut réussir cet examen. Et s'ils veulent tous deux devenir chevaliers royaux, ils n'ont d'autre choix que de décider ici et maintenant. Aster a répondu que ce serait un problème pour lui, mais il voulait qu'il devienne également chevalier royal. Nolan a demandé à nouveau. Quoi? Aster a répondu qu'il avait incité tout le monde à renverser Helheim, il serait donc impoli de sa part de lui demander d'abandonner son rêve simplement parce qu'ils étaient dans des équipes différentes. Droite, il avait un plan pour s'assurer que tout le monde réussisse. À ce moment, il sourit, et Nolan se tendit. Gurion fronça les sourcils en attendant la prochaine tournure des événements, quand Bigger demanda soudainement « C'est tout ?» C'était tout simplement impossible. Astor a répondu qu'il ne pouvait pas le garantir, mais qu'il était confiant dans le succès. Mais pour que tout se passe bien, il avait besoin de l'aide de tous. Alors d'abord, il s'est approché de Gourion et lui a proposé de faire la paix.
Lorsqu'il lui a tendu la main, un instant plus tard, tous les drapeaux étaient attachés ensemble et le leader s'est mis à crier. Qu'est-ce que tout cela signifie? Quoi? Ils ne savent même pas comment hisser un drapeau. Astor a répondu que les conditions de victoire étaient la capture de 2 camps ou plus. Mais comme on ne leur avait pas dit qu'une seule équipe pouvait hisser son drapeau dans un camp, ils ont décidé de former une alliance entre leurs 3 équipes et d'occuper conjointement tous les camps. Le modérateur s'est approché de lui et lui a demandé « Alors, il veut tous les laisser entrer ?» Essayait-il de se moquer des examinateurs? Bigger a répondu qu'il savait que cela ne fonctionnerait pas. Et Gurion a répondu « Bien sûr que non. Une telle logique tordue ne fonctionnerait jamais. » Le modérateur a commencé à crier que si on lui ordonnait d'attaquer et de détruire le territoire ennemi, il lui serrerait simplement la main en retour. Aster a répondu que si l'ennemi valait plus vivant que mort, alors oui. Et le modérateur a souligné qu'un chevalier est l'épée de l'État. Ce n'était pas à lui de porter de tels jugements. Aster a demandé « Alors, il va les disqualifier ?» Puisqu'il n'avait enfreint aucune règle, une telle décision ne serait-elle pas une expression de son ego au-delà de l'autorité de l'examinateur? L'examinateur n'a pas su comment réagir et a chuchoté. D'ailleurs, si tout échouait ainsi, je me demande si la famille principale garderait le silence à ce sujet. Le présentateur s'est mis en colère et s'est tu. Et un instant plus tard, Bigger s'est assis en face d'Astor et a déclaré que son grand examinateur était allé consulter ses supérieurs et qu'ils étaient restés en attente pendant 1 heure. Ils iront vraiment bien. Droite? Ne les laissez pas dire qu'ils vont tous échouer. Aster a répondu qu'il ne le savait pas, mais qu'au moins il leur avait montré que cela valait la peine d'en discuter. Gurion était assis à table, mécontent, et ne disait rien. Bigger était encore surpris que cet homme riche ait accepté de coopérer. Que lui avait-il dit exactement? Aster sourit et répondit « Rien de spécial vraiment ». À ce moment-là, le présentateur a fait irruption dans la pièce et a crié « Attention, le directeur Mimir est sur le point d'annoncer les résultats de l'examen. Ils doivent écouter attentivement. » Bigger l'a harcelé et lui a demandé « Est-ce un réalisateur ?» Mais il ressemblait à un vieil homme ordinaire. Astor lui a demandé de montrer un minimum de respect. Et le réalisateur s'est tourné vers Astor et a réalisé que ce devait être lui. Grâce à lui, ils furent confrontés à un choix vraiment difficile. Accepter autant de candidats à la fois était sans précédent. Il y a eu des propositions de réexamen, mais avec le soutien des autres directeurs, ils ont décidé d'accepter sa demande. Aster a demandé ce que cela signifiait. Mimir a répondu que tout le monde avait réussi. Et à ce moment-là, les garçons étaient ravis de cette opportunité. Qu'ils continuent à travailler dur et prouvent-leur que leur décision n'était pas une erreur. Mimir a félicité tout le monde pour leur acceptation. Bienvenue à la Night Academy. Lorsque Night est tombé, Bigger s'est réjoui en disant que c'était tout simplement incroyable. Il s'est baigné dans la baignoire, en disant que la nourriture était délicieuse et que les bains publics étaient tout simplement énormes. Et tout cela grâce à Astor. Astor était à côté de lui, mais il ne montrait pas sa joie. Les garçons autour criaient qu'ils n'arrivaient pas à croire qu'il les avait tous aidés à passer. Ils le suivront pour le reste de leur vie, patron. Nolan a dit qu'il s'agissait d'une bande d'opportunistes, même si récemment ils étaient les laquais de Gurion. Il n'allait pas le remercier pour ça, d'accord? Bigger a demandé à nouveau. Qu'a-t-il dit? C'était des mots forts pour quelqu'un qui avait perdu contre Aster. Nolan a répondu qu'il n'avait pas perdu. Il avait simplement accepté un match nul. Aster a dit que cela n'avait pas d'importance, qu'ils n'avaient pas été défiés par Helheim, et pourtant, ils étaient les candidats officiels ici. Finalement, toutes ces petites victoires se transformeraient en une énorme vague qui écraserait Helheim. C'est là que commence leur rébellion. Ses 2 sœurs aînées avaient déjà obtenu leur diplôme, mais Alphon était toujours là. Comme elle était entrée 1 an plus tôt, elle devrait savoir comment les choses fonctionnent ici et serait sûrement de son côté. Leur formation à la Night Academy a commencé demain. Il fallait d'abord qu'il s'habitue à la vie ici. Lorsqu'il a quitté les bains, il a remarqué que les gars le regardaient par derrière. Aster a commencé à crier « Qu'est-ce qu'ils font ?» Il criait qu'il était un homme vivant à 7 ailes. Un excellent talisman porte-bonheur. Qui sait? Peut-être qu'il recevrait une bénédiction divine s'il le priait. Ils ont demandé à Dieu d'entendre leurs prières, et Aster a commencé à crier que de telles choses ne pouvaient pas arriver. Pendant ce temps, Nolan a soupiré profondément dans les bains publics et a déclaré qu'il redoutait déjà l'avenir. À la tombée de la nuit, Helen Helheim lui dit qu'il l'avait déçu, Gurion. Au lieu de traîner cet enfant à 7 ailes vers le bas, il avait complètement échoué et avait rampé en arrière. Et elle apprit qu'il lui avait même permis de déclarer qu'il avait l'intention d'écraser Helheim. Voulait-il dire qu'il était simplement resté les bras croisés après une telle insulte? Gurion est tombé à ses pieds et a crié pour lui pardonner cette erreur. « Maman, il va certainement se rattraper. La prochaine fois, il sera à la hauteur de ses attentes. » Mais à ce moment-là, Lilian Elam lui a donné un coup de pied en plein visage, faisant couler le sang. Elle a crié qu'il n'y aurait pas de prochaine fois. C'était un déchet. Un gamin sans valeur comme lui, il vaudrait mieux le transformer en viande hachée et le donner à manger à une bête magique. Il était un perdant aussi inutile que Dolis. Gurion la supplia de l'épargner. Après tout, elle était sa sœur, mais elle continuait à le battre. Gurion réfléchit au fait que cette malédiction était entièrement de sa faute. Tout ça était à cause de cet imbécile. Il avait proposé de coopérer et avait déclaré que ce serait pire pour lui s'il revenait les mains vides. Gurion a demandé de quoi il parlait.
Astor a répondu que si le grand chef de la famille principale apprenait qu'il avait été déjoué par des ordures d'une famille secondaire et qu'il avait échoué à l'examen, il le tuerait définitivement. Est-ce qu'il a compris ça? Gurion haleta de peur et réalisa ce qu'il avait vu lors de son dernier moment, Dallas, et c'était un spectacle terrifiant. Un homme ne devrait pas mourir comme ça. Il ne voulait pas finir comme lui. Droite? Tout ce qu'il avait à faire était de se taire et de fermer les yeux sur ce qu'il s'apprêtait à faire. À ce moment, Julius lui dit de le laisser tranquille. C'était suffisant. Son adorable petit frère pleurait et s'excusait, n'est-ce pas? Gourion a supplié son frère de l'aider, affirmant qu'il formait une famille liée par le sang. Une famille doit s'entendre. C'est vrai, Alphon. Elle était retenue en otage, assise dans une muselière en fer sur ses genoux. Il lui attrapa la tête et Alphina ne put répondre. Hélène a déclaré que l'image de domination absolue d'Helheim, qui avait tenu les chevaliers en échec jusqu'à présent, commençait à vaciller avec l'arrivée du propriétaire de cette aile. C'est pourquoi ils doivent tous les deux leur rappeler qu'ils n'étaient pas là seulement pour le spectacle. Julius était ravi et souriait parce que sa mère lui avait demandé de leur montrer ce qu'était la vraie violence. Après un certain temps, les chevaliers se rassemblèrent près de la forteresse et le commandant cria qu'ils avaient tous été choisis comme cadets des glorieux chevaliers royaux. Cependant, les chevaliers royaux sont ceux qui, en combat et en stratégie dans tout autre domaine, constituent une troupe d'élite supérieure aux autres chevaliers. Bien entendu, ceux qui souhaitent adhérer doivent également être spéciaux. Bigger a crié et a essayé de se battre, mais son épée s'est brisée brusquement et il a juré. Le commandant a continué en criant qu'il s'agissait de leur académie de cadets de 6 grades. Ils attribuent un programme en fonction de leur capacité. En d'autres termes, plus une personne est compétente, plus elle aura la possibilité d'apprendre des techniques avancées. Si une personne sait seulement manier une épée, elle est de 3e ordre. Gurion ne pouvait s'empêcher de s'énerver. S'il utilise la magie, il est de 2e ordre. C'était comme si Nolan utilisait des pouvoirs magiques. Ce n'est qu'en maîtrisant à la fois les épées et la magie que l'on peut devenir un maître de 1er ordre. Ils n'ont rien à apprendre aux imbéciles ordinaires qui sont pires que du 3e ordre. S'ils veulent apprendre les meilleures techniques, ils doivent devenir plus forts. Ils doivent constamment prouver leur force. C'est la seule liberté qui leur est accordée. Lorsque les gars ont vu un éclair lumineux, ils se sont retirés avec horreur. Aster a facilement accompli parfaitement la tâche. Le commandant leur a alors suggéré d'essayer d'abord d'atteindre ce niveau. Les gars étaient en colère parce qu'ils ne pourraient jamais faire ça. Et Aster resta silencieux. L'un des collègues du réalisateur a demandé « S'agit-il des légendaires 7L ?» Quel talent incroyable! Il peut gérer si facilement le pilier magique de la qualité. Il est sans aucun doute spécial, mais le potentiel caché des 7L va bien au-delà. Et s'il est satisfait de ce qu'il est maintenant, il finira par être dévoré. Des dragons se cachent dans cette académie. Ils réussissent donc finalement l'examen, et ils sont toujours en train d'être testés. Les chevaliers royaux constituent une solide méritocratie, n'est-ce pas? De toutes leurs premières années, les seuls qui ne commencent pas en 6e année sont lui et Nolan. Ils sont déjà en retard, mais ils savaient que ce serait comme ça. On dit qu'il ne deviendra pas chevalier royal tant qu'il n'aura pas atteint le 2e rang ou plus. Aster a dit qu'ils auraient des ennuis s'ils ne rattrapent pas leur retard. Bigger s'est énervé et a dit qu'il était un patron strict, et Aster a demandé à nouveau « Quoi ?» Bigger a demandé à nouveau, mais ne lui dites pas qu'il l'a oublié. Il a lui-même dit qu'il écraserait Helheim. Droite? À l'époque, de nombreux gars prenaient ses paroles au sérieux et pensaient qu'ils pourraient peut-être changer leur situation. Alors laissez-les le suivre, patron. Il suggère qu'ils écrasent Helheim ensemble. Bigger attrapa Astor par le cou et fut ravi quand Astor répondit qu'il devrait devenir encore plus fort pour protéger tout le monde. Il pensait que Bigger avait raison. Helheim devait être écrasé, et pour ce faire, il devait devenir encore plus fort. Bigger se saisit le ventre et dit qu'ils devaient d'abord manger. S'ils avaient si faim, ils ne survivraient pas à l'entraînement de la journée. À ce moment-là, Bigger se demandait ce qui se passait et pourquoi tout le monde se tenait ici dans une foule. Ils sont tous occupés ou quoi? Les gars ont répondu qu'il était là, que c'était Aster. C'était terrible ce qui se passait ici. Lorsqu'ils entrèrent, Julius, qui mangeait un sandwich, demanda s'il était Aster. Il avait mis tellement de temps à arriver qu'ils ont commencé à manger sans lui. Julius l'appelait frère, et Bigger demanda à nouveau, mais il ne devrait pas lui dire que ce monstre était le même. Aster a répondu oui. Julia Helheim, le 2e fils de la famille principale, 2e dans la succession. Et à côté de lui se trouvait sa sœur cadette, Lilian. Ils étaient frères et sœurs connus pour être les plus cruels d'Helheim, donc il avait clairement oublié leur présence ici, a demandé Lilian. Il a un visage plutôt mignon, n'est-ce pas? Il n'avait rien à voir avec ce frère lent, laid et stupide couché sous leurs pieds avec le masque. Gurion était effrayé et ne pouvait pas répondre, et Bigger demanda ce qu'était ce masque insipide. Aster a répondu que c'était une chaîne de fer. C'était un dispositif disciplinaire qu'Helheim utilisait pour corriger les perdants. Julius a répondu qu'il en savait beaucoup pour quelqu'un qui a grandi dans un ranch douillet. Ce type porte le nom de famille Helheim, et pourtant il a été placé au 6e rang lors de la sélection d'aujourd'hui. C'est une histoire pathétique, n'est-ce pas? Il lui a donc offert un cadeau de son gentil frère aîné pour l'aider à faire plus d'efforts. À ce moment-là, il appuya encore plus fort le masque sur le visage de Gourion et dit que si vous faites de la nourriture, de l'eau, de la lumière et de l'air une récompense, alors chacun fera de son mieux, comme si sa vie en dépendait. Parce que s'ils n'enlèvent pas leur chaîne, ils mourront. Bigger avait peur et ne comprenait pas.
Que se passait-il ici? Ils avaient tous ce masque sur le visage. Julius a dit qu'ils avaient tous l'air acérés d'animaux affamés. Droite, ce sont leurs camarades seniors, alors laissez-les les saluer à leur guise. Il s'est tourné vers Alphin et lui a dit « Allez, qu'elle n'ait pas honte, et montre-leur son visage. » Alphin s'est adressé à tout le monde et il a demandé « Vous ne l'avez pas vu depuis un moment ?» Aster fut abasourdi lorsqu'il réalisa que c'était elle et pensa que ce n'était tout simplement pas possible. Il s'est mis très en colère et Julius a demandé « Qu'est-ce qu'il aime ça ? Sa sœur ressemble à une personne complètement différente, n'est-ce pas ?» Elle était gênée de le regarder dans les yeux et Aster s'est mise à crier « La sœur d'Alphine ». Elle se détourna de lui et Aster devint très en colère quand soudain, il dégaina son épée et cria que Julius n'était qu'un monstre. Qu'avait-il fait à sa sœur? Un instant plus tard, le masque tomba de son visage et Julius lui dit de se détendre. Il s'était assuré d'en préparer suffisamment pour eux tous. Il a suggéré d'organiser une fête de bienvenue amusante. À ce moment-là, il a commencé à leur crier de se dépêcher et de recruter de nouvelles recrues. Espèce de salauds. C'est leur chaîne de fer junior. S'ils veulent bien manger ce soir, ils doivent mettre des masques et tout apporter ici. Ses subordonnés se sont précipités pour attaquer Astor, et Bigger a essayé d'affronter l'un d'entre eux et s'est exclamé « Bon sang !» Ces hommes de la classe supérieure ont les yeux complètement vitreux. Il a confirmé qu'ils n'étaient pas mauvais. À tout le moins, ils devraient tous être au moins au 4e rang. Bigger avait certainement prévu de combattre Helheim un jour, mais il n'aurait jamais pensé qu'il l'attaquerait de nulle part. Honnêtement, la différence de force entre eux est actuellement trop grande. Il a commencé à crier « Que doivent-ils faire, patron ?» À ce rythme-là, ils feront eux-mêmes partie de cette foule masquée. À ce moment-là, Aster regardait les gars se battre et regardait devant lui avec confiance. Bigger avait peur parce que ce type avait aussi une aura furieuse. Et Aster a dit « Cousin Julius, qu'est-ce qu'il essaie de faire exactement maintenant ?» Il lui a dit de ne pas être si tendu. « Cousin, ce n'est que son geste de bonne volonté. Est-ce qu'il comprend ? Un groupe de personnes sans talent, sans aucune compétence valable, se contente de monter sur son dos pour réussir l'examen, et s'imagine être de grands cadets ou quelque chose du genre. Lorsqu'ils ne valent rien, même ceux qui sont au sommet les méprisent. Bien qu'il soit aux commandes ici, il ne peut pas permettre une telle négligence, alors il a pris sur lui de s'occuper d'eux, à la manière d'Helheim. Astor a répondu qu'il ne posait pas de questions à ce sujet, et Julius n'a pas compris sa question. Il a dit de retirer rapidement cette abomination de la bouche de sa sœur. C'est ce qu'il voulait dire. Avec ces mots, il se précipita sur Julius et tenta de l'attaquer. Alphon a couru devant lui et l'a frappé avec son épée, et il lui a demandé ce qu'elle faisait. Alphon le regarda dans les yeux, et Julius lui dit de ne pas lui en vouloir. Sa sœur était ici avec lui de son plein gré. A-t-il compris? S'il pense qu'il ment, laissez-le lui demander lui-même. C'est vrai, Alphine? Lilian se moqua de lui parce qu'il était si méchant, et Julius et Asta réalisèrent que cela faisait un moment qu'ils n'avaient pas eu de ses nouvelles. Maman était inquiète car il n'y avait plus de nouvelles d'elle depuis longtemps, mais il ne pouvait pas imaginer que quelque chose comme ça lui arrive. À ce moment-là, il s'est précipité vers elle et lui a dit qu'il ne savait pas ce qui s'était passé, mais qu'elle n'était plus obligée de faire ce que ces gens disaient. Il la sauverait maintenant. À ce moment-là, elle l'a jeté de côté et Astor s'est exclamé « Sœur ?» D'autres gars sous le commandement de Nolan se sont précipités vers lui, criant que s'il ne voulait pas l'achever, il le ferait lui-même. Il avait encore moins de noblesse que son jeune frère. Il est écœuré à l'idée que quelqu'un comme lui se qualifie de chevalier. Maintenant, laisse-le lever son épée, Helheim. C'est le style familial de Nolan. Il le brûlera dans sa chair. À ce moment-là, Julius attrapa son épée et demanda si un gars qui frappait simplement moins qu'un peu plus fort que les autres devait vraiment être considéré comme un grand chevalier. Nolan a été très surpris que Julius ait attrapé son épée, et il a dit qu'il s'était trompé. Il sentit que la magie était assez chaude, et Julius cria qu'il était le plus fort et le plus grand. À ce moment-là, il a donné un coup de pied à Nolan, et Bigger s'est précipité vers lui, lui demandant s'il allait bien. Il fut brûlé par la magie, criant et gémissant de douleur. Bigger a crié que c'était une terrible brûlure, et Lilia a dit qu'elle aimait vraiment les gars comme lui, ceux qui ont un air important. Cela lui donne envie de piétiner sa fierté et sa dignité. Elle fera donc une exception et le gardera comme animal de compagnie, même si elle n'a pas besoin de ce barbu à côté de lui. Julia a répondu qu'être faible est vraiment un péché, n'est-ce pas? Dire des bêtises est le privilège des forts. Il a également utilisé sa position pour rassembler des alliés. Droite. À ce moment-là, certains des gars ont attaqué et ont crié à l'aide. Mais Julius a continué à dire qu'à la fin, il serait simplement consumé par quelqu'un de plus fort. Alors, quelle direction mènera son avenir? A-t-il raison, cousin? À ce moment-là, Aster devint très en colère et balança son épée en criant « Julius !» Il essaya de le frapper, mais Julius le regarda dans les yeux. Aster fut choqué par sa force, et à ce moment, Julius l'attrapa par le cou et l'enflamma. Aster a crié de douleur et d'horreur terrible. Et Bigger, qui s'est retourné et a vu ce qui s'était passé, a crié son nom. Julius a demandé « Est-ce tout ce que la puissance des 7 selles peut faire? Si oui, quelle déception. Il pensait que ce serait beaucoup plus utile. » Aster dit d'une voix tremblante qu'il avait juste réussi à repousser son attaque une seule fois, mais qu'il ne fallait pas trop se flatter. À ce moment-là, Aster créa un vortex lumineux autour de lui, et Julius fut surpris. Est-ce que ça tourne? Que fait ce type? Cela ne peut tout simplement pas être le cas. Utilisait-il sa propre magie?
Julius essaya d'essayer, mais un instant plus tard, Aster le frappa avec une telle force qu'il fut envoyé voler. Aster, se redressant, dit qu'il était en train de mouler quelque chose. Mais Julius n'écoutait pas vraiment. Allait-il répéter ce qu'il lui avait dit? Même si vous devriez vous taire avec de telles ordures. N'est-ce pas, cousine? Quand Aster parlait, il le regardait dans les yeux. Bigger a dit que c'était tout simplement incroyable. Ce monstre l'a réellement fait. Aster a dit non, et Julius s'est levé et a dit que ça faisait un mal de diable, et il l'a envoyé voler. Que ferait-il s'il grattait sa précieuse crête d'aile? Plus grand fut surpris. Il semblait qu'il allait tout à fait bien, et cela l'effrayait. Liliane a souri et a dit « Frère, est-il si pathétique? Se moquer de lui comme ça juste pour se faire battre ?» Julius lui a dit de ne pas être si cruel. Il avait aussi des sentiments. Le savait-elle? À ce moment-là, il attrapa son épée et cria « Comment ose-t-il le traiter de déchet, Aster ?» Il avait joué le jeu de sa petite performance, mais maintenant il avait complètement perdu sa peur. Il espérait qu'il était prêt à mourir. Et alors, Aster a dit qu'il pouvait aller droit au but. Laissez-le simplement attaquer. Lorsque Julius a balancé, Aster était tout à fait prêt à encaisser le coup, mais tout à coup, Julius s'est arrêté lorsque May a dit non. Ils en avaient tous les deux assez. Il sourit et commenta le chahut qu'ils avaient fait. Selon eux, à quoi sert la cafétéria? S'ils veulent être si tapageurs, alors en tant que réalisateur, il n'a d'autre choix que d'intervenir. Julius lui a dit de reculer. Il se sentit désolé pour son laquais, mais Maïs agita la main et dit « Jeune maître, ne parlez pas comme ça. Il vaut mieux pour un étudiant de premier rang et un candidat à ce niveau-là d'utiliser toutes ses forces contre un adversaire faible, et cela ne serait pas bon pour sa réputation. Alors s'il vous plaît, laissez-le ranger l'épée. » Maze s'est approché et a éloigné l'épée de Julius qui a soupiré de colère et a dit que cela avait gâché toute l'ambiance. Bien, qu'ils se considèrent tous chanceux. Julius a crié à ses hommes de partir. La fête de bienvenue était terminée. Astor a crié « Arrête !» Il n'avait pas encore fini de lui parler, mais à ce moment-là, Maïs lui toucha l'épaule et lui dit d'arrêter. Il avait besoin qu'il lui rende un service. Astor. À ce moment-là, Alphen suivit Julius et Astor cria son nom après elle. Mais elle se retourna, fronça les sourcils et se détourna immédiatement de lui. Astor regarda la muselière et pensa tristement à Alphen. Au bout d'un moment, Bigger apparut également dans le bureau et s'assit à table, marmonnant que c'était une malédiction. Julius était un monstre dangereux. Nolan était frappé d'incapacité et plusieurs de leurs amis ont été emmenés avec ces étranges masques sur le visage. Que devrait-il faire maintenant, patron? Astor a répondu qu'ils auraient dû l'arrêter, comte Mace. La jeune fille qui se tenait à côté de lui commença à crier que c'était un manque de respect envers le comte qui était intervenu pour l'aider. Maze leur a demandé d'arrêter parce que tout allait bien et qu'ils étaient de vieux amis. Est-ce vrai, Aster? Le protagoniste a réfléchi au fait qu'il y a 4 ans, lorsqu'il a été convoqué à la maison principale, cet homme était le seul chevalier d'un noble, sous la bannière d'Elheim, à se ranger de son côté. Il l'a alors sauvé, mais franchement, il ne sait toujours pas s'il est son ennemi ou non. Il se demandait ce qu'il préparait maintenant. À ce moment-là, a demandé Bigger, il est le réalisateur. Droite, même s'ils étaient originaires d'Elheim, permettrait-il vraiment qu'une telle tyrannie perdure? Maze a ri et a dit cela juste pour qu'il sache. Il faisait également partie de la direction d'Elheim, et tant qu'il n'y avait pas de raison sérieuse, il ne remettrait pas en question les actions du chef de famille. Astor lui a montré la muselière en fer et lui a demandé « Il veut dire que porter de force des masques pour contrôler les gens n'est pas une raison sérieuse ?» Il a répondu qu'ils avaient toujours été une académie de chevaliers basée sur les principes de la méritocratie, et quels que soient les moyens, si cela conduisait à la croissance des candidats, il n'y avait aucune raison de s'y opposer. De plus, les candidats sous la direction de Julius montent très rapidement en grade. Le directeur a également approuvé cela. Astor a répondu qu'il semblait n'avoir personne sur qui compter et s'est détourné avec mécontentement. Mace a demandé « Il n'a pas l'intention d'aller sauver ses amis seuls, n'est-ce pas? Il ne le conseillerait tout simplement pas. » La maison principale surveille chacun de ses mouvements, et s'il les défie par émotion, ils peuvent l'expulser à tout moment. Aster a répondu que ce n'était pas une raison pour les abandonner et qu'il ne s'agissait pas de sentiment de justice. C'est juste que ces choses pourrissent le cœur humain. Ils privent une personne de liberté, d'expression et de dignité jusqu'à ce que même la volonté de résister disparaisse, transformant les gens en outils obéissants et pratiques. C'est l'horreur de ces chaînes. Mace a répondu qu'il parlait comme s'il l'avait vu de ses propres yeux, et Aster a déclaré qu'il connaissait simplement ceux qui avaient décidé d'agir trop tard. Il ne voulait pas que cela arrive à ses amis, et Maze se demandait si c'était lui. Mais avant d'avoir pu terminer sa réflexion, il répondit soudainement que cela ne valait pas la peine de s'inquiéter. Il ne souhaitait pas non plus être expulsé subitement. Et s'il pouvait régler cela pacifiquement, tant mieux. Maze a été surpris et a demandé à nouveau « Alors, il a un plan ?» Le protagoniste a demandé d'un ton moqueur « Il sait comment il se bat, n'est-ce pas ?» 3 jours plus tard, il s'entraînait dur sur le terrain. Bigger courait aussi fort qu'il pouvait. Marmonnant, Nolan, est-il sûr que ça vaut la peine de s'entraîner avec ses blessures? Nolan était sûr qu'il n'avait pas le temps de se reposer. Le cours du 4e niveau commençait bientôt. En plus, ce n'était pas une blessure, juste une égratignure. Bigger l'a traité de têtu et a dit qu'avec un tel mana, celui qui devrait s'en inquiéter était Aster. Pourquoi a-t-il fait ça? Il a mis ses chaînes de fer sur tout le monde et s'est rappelé comment son ennemi avait dit qu'il avait le courage de montrer à nouveau son visage, frère.
Il ne lui avait toujours pas pardonné la dernière fois, et maintenant il vient ici et parle d'un accord. Pour qui diable se prend-il? Julius était très sérieux, et Astor a répondu qu'il était là pour récupérer sa sœur et ses camarades de classe qu'il tenait en otage. Il leva la main et dit qu'en échange, il lui mettrait une muselière en fer. C'était ses conditions. Quand Alphen entendit cela, elle fut abasourdie, se demandant à quoi il pensait. Astor a répondu qu'il était sûr d'avoir déjà entendu des rumeurs, selon lesquelles il était soupçonné de trahison. Mettre un collier à un rebelle n'était pas la pire option pour lui. Lillian a demandé à nouveau « Était-il fou? Voulait-il vraiment devenir l'animal de compagnie de quelqu'un? Était-il une sorte de masochiste ?» Julius a répondu qu'il avait tort, une épine dans le pied d'Elheim. Sa mère et le conseil seraient ravis de cette décision. Mais il ne semblait pas du genre à être un bon garçon. Alors, quel était le piège? Astor a répondu que non, et Julius y a réfléchi. Astor a continué en disant que la muselière était scellée par magie, et qu'il avait tellement de clés qu'il pouvait le tuer quand il le voulait. Et même là, il n'était pas sûr de pouvoir le briser. Julius s'est mis en colère et a réalisé que cet imbécile faisait ça exprès. Il a répondu « D'accord ». Il est d'accord. Après toutes ces discussions bruyantes, échanger simplement serait trop facile. Il attrapa la bouteille et commença à la faire fondre en marmonnant 7 jours. Non, 10 jours dans ce truc. Pas de nourriture, pas d'eau, et s'il respire encore à la fin de ce temps, il les relâchera tous. Alphon était terrifié, sachant que c'était tout simplement impossible. Il meurt. Astor a immédiatement répondu qu'ils avaient un accord dans ce cas. La muselière en fer ronge une personne de l'intérieur. Il le savait parfaitement. Et après tout, il avait été élevé grâce à l'outil Elheim. L'Alphan dont il se souvenait était enjouée et têtue, vulnérable comme tout le monde, mais elle n'avait jamais montré de faiblesse envers personne. Elle était sa forte sœur aînée. Mais maintenant, elle ne pouvait même plus riposter face à une créature aussi sans valeur et le regarder simplement, faible et impuissante. Il lui a dit silencieusement de ne pas s'inquiéter, car il briserait ses chaînes pour elle. Il pourrait alors en discuter correctement. Un instant plus tard, les gars étaient très fatigués, et Astor a crié. Pourquoi s'amusait-il? Quelqu'un a-t-il dit qu'il pouvait même se reposer? Gurion était également muselé et épuisé en essayant de reprendre son souffle. Il ne comprenait pas pourquoi il était puni pour tout cela. Bigger n'arrêtait pas de répéter que cette bête ne laissait aucun mou, même à ceux qui portaient une muselière. Ils mourraient avant qu'Astra puisse les sauver. Pour certains d'entre eux, il appelait cela du karma, mais Gurion ne répondit pas. Bigger a dit qu'il était un imbécile. Plusieurs jours s'étaient écoulés et il avait toujours l'air bien. Les 7 L avaient-elles vraiment une endurance surhumaine? Nolan se demandait comment les gens pouvaient survivre sans nourriture ni eau pendant 3 ou 4 jours, une semaine au maximum, et seulement s'ils ne dépensaient pas d'énergie. Avec une telle charge de travail, jour après jour, il aurait dû être à ses limites. Et pourtant, il tenait le coup. Nolan a demandé à Bigger s'il avait entendu cette histoire. Avant que les enfants et leurs familles ne soient retrouvés, le nourrisson aurait grimpé seul une montagne enneigée. Il a parcouru plusieurs kilomètres à travers des congères. Si cela est vrai, cela ne ressemble-t-il pas à une incroyable volonté de vivre? Bigger a été surpris et a déclaré qu'il pensait toujours que ce n'était qu'un conte de fées. Un instant plus tard, Lillian entra dans la pièce sombre et dit « Voici son repas, comme un rat ». Elle montra la tête baissée du garçon et posa un morceau de fromage dans son assiette. Quand le garçon vit cela, il fut horrifié et dit d'une voix tremblante qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Il ne pouvait pas durer plus longtemps. Gurion a commencé à supplier sa sœur de lui donner un repas copieux lorsqu'elle a soudainement marché sur son assiette avec son pied et lui a dit que s'il ne voulait pas de fromage, il pouvait toujours le dire, mais il ne pouvait pas jeter la nourriture. Vous savez, contrairement à eux, il y en avait qui souffraient beaucoup plus. C'était Aster qui n'avait pas mangé du tout et qui était assis à côté. Son petit frère est tout simplement merveilleux, n'est-ce pas? N'est-il pas temps de lui remonter le moral, Alphon? Julius s'est assis juste à côté d'elle et a dit qu'elle ne pouvait même pas le regarder puisque c'était de sa faute s'il était comme ça. Il rit bruyamment et Alphon se mit en colère, ne comprenant pas quoi faire à ce moment-là. Elle ôta le museau et commença à manger, et Julius ne comprit pas. Mais que se passait-il réellement? Il pensait avoir une astuce pour retirer la muselière, mais il n'essaya même pas de résister. Allait-il vraiment supporter les 10 jours complets? Ce serait mieux pour lui car il verrait combien de temps durerait sa fierté, mais pour l'instant, il appréciait simplement le spectacle. Si une épée recouverte de magie devient rapidement plus forte, si elle est enveloppée dans un corps, elle se transforme alors en armure qui protège la vie d'une personne. En d'autres termes, la magie peut changer de rôle en fonction de la volonté des gens. Parfois, il devient des jambes plus rapides que n'importe quel destrier. Parfois, des yeux qui remarquent l'ennemi avant tout le monde. L'ennemi pensait que cet Aster était un imbécile dans la paume de sa main, mais ce n'était pas le cas. Les garçons se sont jetés sur lui par derrière, pensant qu'il était attrapé, mais la magie, un atout dans le trou, peut renverser le cours d'une bataille en un instant. Lorsqu'Aster part à l'attaque, les garçons furent complètement surpris et ne comprirent pas d'où venait le vent ni où Aster était allé. Aster sauta en l'air et un instant plus tard, une explosion éclata dans la forêt. Les garçons commencèrent à tomber au sol avec un rugissement si fort que même les oiseaux prirent leur envol. Le professeur a expliqué que dans le programme de 4e niveau, ils apprendraient un contrôle magique spécialisé plus avancé. Les épées étaient interdites pendant l'entraînement, et ceux qui possédaient une crête d'aile possédaient la capacité de tuer sans même dégainer une lame. C'est précisément ce qu'ils étaient censés apprendre dans son cours.
Astor regarda ses mains et réfléchit qu'une semaine s'était écoulée depuis qu'il avait commencé sa vie avec une muselière, et plusieurs jours depuis le début des cours de 4e niveau. Il avait déjà maîtrisé l'entraînement à la magie de combat. Il ne restait que 3 jours avant la fin de l'accord. S'il survit, sa sœur et les autres étudiants seront libérés. Mais se contenter d'attendre n'est pas une option. Julius a une force écrasante même sans épée, et il n'a toujours pas atteint son maximum. Il n'est pas étonnant qu'il soit de premier niveau et qu'il ne puisse pas rester à son niveau actuel. Même maintenant, alors qu'il est complètement épuisé, il doit trouver quelque chose qui comblera l'écart qui les sépare. Lorsqu'il s'est levé, sa vision a commencé à doubler et il a réalisé que son corps était plus faible. Il s'est effondré au sol, tout autour de lui tournait, et Nolan s'est approché de lui et lui a demandé s'il avait déjà atteint sa limite. Il toucha son visage et réalisa qu'il était fiévreux. Ce n'était pas surprenant. Après tout, il n'était qu'un être humain. Aster fut surpris lorsque Nolan s'approcha de lui et lui dit que Maze avait dit que ce serait un problème pour lui s'il mourait. Il lui a demandé de le faire au cas où. Il a certainement des méthodes étranges. Aster fut surpris. Maze, pourquoi fait-il ça? À ce moment-là, Nolan lui a demandé d'attendre un peu car il avait été repéré et il allait commencer avec lui avec cette muselière. Aster lui attrapa la jambe d'une main tremblante et Nolan ne comprit pas ce qu'il faisait. Il allait mourir comme cet idiot. Aster se demandait s'il allait sauver sa sœur maintenant, même s'il était son père. Il ne devrait pas mettre le nez dans des choses qui ne le concernaient pas. Nolan ne comprenait pas un seul mot de ce qu'il disait, mais il pouvait le comprendre. Il voulait tenir parole envers ces salauds, mais il ne devait pas s'attendre à ce qu'ils jouent loyalement comme il l'a fait. À ce moment-là, Lillian les a approchés avec toute son équipe et leur a dit qu'Aster avait l'air très mal. S'il se promenait ainsi à cette heure tardive, il pourrait l'abattre, le rétrograder et le tuer. Quand Astor l'a vu, il n'a pas répondu et Nolan a demandé pourquoi elle avait amené une foule de visages renfrognés. Il s'agissait d'une séance d'entraînement de rang 4. Une personne de haut rang comme elle n'avait rien à faire ici. Elle a répondu que ses gamins avaient dit qu'ils voulaient s'exhiber devant elle, alors elle a décidé de passer les voir. Il devrait y voir une leçon ouverte. L'instructeur a dit que cela ne le dérangeait pas, mais elle voulait vraiment voir le moment où Astor tomberait à genoux en larmes et demanderait grâce. Alors laissez-les l'ignorer et s'entretuer autant qu'ils le souhaitent. À ce moment-là, les gars commencèrent à se battre, et il se demanda ce qu'ils entendaient par leur projet de le briser avant la fin des 10 jours. Il s'était attendu à une sorte de méchanceté, mais pas si ouvertement. Maintenant, il y entraînait Nolan. Nolan a décidé de prendre soin de lui et a essayé de le protéger, expliquant que cette limitation idiote du chevalier l'empêchait de se faire remarquer. Il s'est avéré qu'ils étaient bien plus nombreux. S'il continuait à échanger des coups, il s'essoufflerait rapidement. Il lui fallait un atout bon marché, quelque chose qui le sortirait de cette situation. Et s'il n'y parvenait pas, il aurait perdu. Lillian pensait que sans épée, il ne pouvait que se battre. Mais pour le moment, même cela était douloureux pour lui, n'est-ce pas? Il essayait toujours d'agir comme un dur, s'accrochant à sa fierté. Et c'était le résultat. Plus il envisageait de refuser de céder, moins il avait de chances de gagner. Nolan lui a crié d'esquiver, mais à ce moment-là, un monstre l'a attaqué. Un Aster qui se retournait n'eut pas le temps de faire quoi que ce soit et tomba au sol. Du sang coulait de sa bouche et il cassa un arbre avec son dos en tombant. Il n'avait pas la force de se lever et Nolan jura. Est-il mort? Lillian lui a dit de ne pas le tuer pour l'instant. Plus tard, il deviendra son animal de compagnie. Laissez-les le battre, mais laissez-le vivre. À ce moment-là, Aster a eu peur et a réalisé qu'il avait tout imaginé. De brillantes étincelles magiques apparurent autour de lui, et Lillian ne comprit pas ce qui se passait. Il avait réalisé l'impossible et réalisé qu'il pouvait gagner. Du sang a giclé autour de la main de l'agresseur, et le garçon a réalisé qu'il avait été blessé. Lorsqu'il le touchait dans ce monde, le pouvoir magique semblait passer par sa main. Aster se leva de son siège, et le garçon réalisa qu'il s'agissait d'une sorte de défense magique, quoique très mince. Si c'était tout ce qu'il pouvait faire, il l'écraserait à nouveau. Lorsque le garçon s'est jeté sur Aster, il a crié fort, et le protagoniste a retiré sa main pour parer à nouveau l'attaque. Lorsqu'il a réussi à le faire, et a blessé l'homme de la tête aux pieds, celui-ci est tombé au sol, dans une douleur incroyable. Lillian grimaça de surprise et pensa que cela ne pouvait tout simplement pas être vrai. Même s'il n'était qu'au 4e rang, il était déjà capable d'utiliser la modification d'attributs. C'était un niveau complètement différent de l'amélioration de base des armes ou de soi-même, un sous-type de manipulation de l'énergie magique qui lui confère des propriétés individuelles. Alors que la magie de son frère possédait l'attribut feu incinérant tout ce qu'elle touchait, son pouvoir magique possédait l'attribut déchiquetant tout sur son passage. Lorsqu'il réalisa cela, il commença immédiatement à utiliser cette magie. Même les magiciens du 2e niveau et au-dessus ne pourront jamais le maîtriser à moins d'avoir un sens inné. Et étant donné que cette technique est du plus haut niveau, cela ne fait aucun doute. L'hymne actuel est capable de tuer des personnes avec le seul pouvoir magique. Nolan fut surpris. Il entendait toujours avoir une longueur d'avance sur lui. C'est elle, une fille muette et hachée, est descendue de l'arbre vers lui et lui a dit que ce n'était pas mal. Franchement, elle ne pensait pas qu'il irait aussi loin. Mais même si cela semble impressionnant, il n'a tué personne. Droite? Cela n'arrêtera pas nos soldats. Est-ce qu'il comprend? Elle marcha sur un des soldats qui gémissait de douleur et sortit son épée en marmonnant.
mais déjà, les laissa se relever rapidement. Une écume inutile. Quand elle a commencé à leur crier dessus, les gars ont tremblé, et Nolan n'a pas compris pourquoi elle les traitait de racailles. À ce moment-là, leurs masques de fer furent brisés et tombèrent au sol, ce qui effraya Liliane. Le masque est tombé de leur visage et personne n'a compris pourquoi. Dieu merci, ils pouvaient respirer maintenant. Nolan réalisa qu'Aster était un idiot. Il venait de faire quelque chose comme ça. Liliane a demandé « Et alors ?» Dès qu'ils ont mangé, ces gars sont devenus si obéissants qu'ils ont remis leur masque. Ils connaissaient parfaitement leur place et ne savaient même pas s'il avait essayé d'être un héros, mais c'était en vain. À ce moment-là, Lilian s'est tendue encore plus et a commencé à crier « Qu'est-ce qu'ils font ?» Elle avait ordonné que cet imbécile soit battu. Les gars restaient silencieux, échangeant des regards, et elle ne comprenait pas ce qui se passait. Nolan a décidé de prendre la parole, souriant, et disant qu'il semblait que même après que les chaînes de fer aient été retirées, leurs âmes n'avaient pas complètement pourri, puisqu'ils résistaient toujours. Alors que va-t-elle faire? Allez contre lui maintenant. Lilian s'est mise en colère et Aster a regardé silencieusement Nolan qui a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il est parti en silence en disant qu'il faisait tout pour lui. Lilian sourit et dit que briser son propre masque avec une telle force serait un jeu d'enfant pour lui. Droite, avait-il vraiment enduré tout cela avec diligence jusqu'au jour promis? Pour quelqu'un qui essaye d'écraser Helheim, il est rarement obéissant, vous ne trouvez pas? Mais un tel comportement se retournera certainement contre lui. Est-ce qu'il comprend? Il ne peut pas agir ainsi en tant que membre de la Viscount House. Il ne peut rien faire dont son père et les autres ne seraient pas fiers. Et à ce moment-là, il se saisit la tête et Nolan eut peur pour lui quand soudain il commença à tomber et fut pris dans les bras d'Alphon. Aster sentit que sa sœur, et Alphon comprit qu'il avait toujours été imprudent depuis son enfance, qu'il lui pardonne même si elle était sa sœur aînée, et qu'il lui permit toujours de la sauver. Mais maintenant, il lui a donné du courage. Elle le serra dans ses bras et réalisa qu'elle irait bien. Quelque temps plus tard, Aster s'est couché et s'est soudainement levé d'un bond. Il n'arrêtait pas de penser à sa sœur et se demandait s'il en avait rêvé. Il a vu une enveloppe posée sur le sol à côté de lui. Aster le ramassa et lut les mots, puis froissa le papier dans ses mains